Le but de cette vidéo est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir en dropshipping et en e-commerce. Dans cette vidéo, on n'a rien à te vendre. Mon invité Naoufel Amar, qui est un expert en e-commerce et en dropshipping et avec lesquels il génère plusieurs millions de chiffres d'affaires, a eu la gentillesse de me partager pendant 2 heures de formation les 5 piliers pour monter des boutiques à 1 million d'euros de vente à partir de zéro. La vidéo est un peu longue et contient beaucoup d'informations et de valeurs comparées à ce que tu as l'habitude de voir sur YouTube. Pour en profiter à fond, je te recommande de 1. Liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. 2. La regarder en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie et de ce qu'on aimerait atteindre. 3. Revenir d'une façon régulière en fonction de ta progression dans la réalisation de ton projet pour regarder des passages précis dans la vidéo pour mieux les assimiler. 4. Si tu es du type à mieux assimiler en prenant des notes, va chercher de quoi noter car ça va dépiter pas mal de pépites. 5. La valeur partagée sur cette vidéo dépasse de loin certaines formations payantes sur le marché vendues à plusieurs milliers d'euros. Si cette vidéo te permet d'apprendre ne serait-ce qu'une seule pépite, merci de nous le faire savoir en mettant un like et en nous partageant en commentaire ce que tu as appris. Ce simple geste est très gratifiant pour nous et c'est tout ce qu'on te demande pour nous aider à continuer à créer ce genre de contenu. 6. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire, on essaiera d'y répondre. Installe-toi bien car le show va démarrer dans 3, 2, 1, bon visionnage. Ok, Naoufel. Yes. Donc, je connais rien en drop Ok. et je compte sur toi pour tout apprendre. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer un peu de temps ensemble. On va bosser un peu. Je vais te montrer les 5 piliers qu'il y a à savoir. Grâce à ces 5 piliers-là, tu vas savoir tout ce que tu as besoin de savoir pour cartonner en dropshipping. Est-ce que ça te convient? Ça me va très bien. Allez-y. Vas-y. C'est parti. Donc, ce qui est top, c'est que vous qui nous regardez, vous allez pouvoir en fait tout simplement suivre exactement ce que je vais expliquer à Neige en même temps que lui et vous allez pouvoir apprendre de la même manière. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok Neige. Le premier pilier qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement comment est-ce qu'on trouve un produit qui cartonne. Et pour trouver un produit qui cartonne tout, le meilleur moyen, c'est un produit qui résout un véritable problème pour ton client. L'une des principales raisons en fait de pourquoi beaucoup d'e-commerçants, notamment de dropshippers, échouent, c'est tout simplement parce qu'ils proposent des produits qui n'apportent pas un changement important dans la vie de leurs clients. Si tu veux que ton business cartonne et que ton business fonctionne, tu dois vendre un changement de vie. Ton produit doit changer la vie de ton client. Et là, il sera prêt à payer cher pour acheter ce produit-là et il ne se posera pas 50 questions pour l'acheter. Par exemple, un produit que j'ai pas mal vendu et qui a cartonné dans le milieu, c'est tout simplement un correcteur de posture. Ce correcteur de posture-là permet tout simplement de prendre une bonne posture à quelqu'un. Et le fait d'avoir une bonne posture, tu vois là par exemple je suis en train de parler, je suis avachi, tu vois. Et ça peut créer des tensions et des douleurs au dos. Donc le fait d'avoir un correcteur de posture te permet de te maintenir sans y penser et boum, tu auras forcément moins mal au dos, tu vois. Oui. C'est logique. Ouais. Donc c'est comme ça que tu peux vendre ce produit-là. Et ça apporte vraiment un changement dans la vie de la personne. Imagine, tu dors, le matin, le soir au coucher, tu as mal au dos, tu souffres dans ta vie. À cause du mal de dos. De nombreuses personnes souffrent du mal de dos. C'est le mal du siècle d'ailleurs, on dit. Donc si vous apportez une solution à ça, vous pouvez vendre votre produit très cher. Donc, attends, si je comprends bien, l'idée c'est ne pas de vendre le produit en soi réellement, mais vendre le changement que ça apporte dans la vie du client, quoi. Exactement. En fait, quand tu vas te concentrer plutôt sur les bénéfices du produit et non pas concrètement les fonctionnalités. C'est qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de ton client, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de vos clients d'avoir le produit que vous leur proposez. Et c'est comme ça qu'on arrive à cartonner. Ce n'est pas en vendant des produits que personne n'a spécialement besoin. Il y a différents types de produits. Là, on vient de parler d'un produit, ce qu'on appelle type problème-solution. C'est typiquement le genre de produit que moi, j'affectionne particulièrement. Après, vous pouvez bien évidemment faire des produits dans ce qu'on appelle les passions, les hobbies, etc. Ça peut donner de bons résultats également. Mais personnellement, je trouve que si vous voulez scaler des produits à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping, la plupart des dropshippers qui ont fait des chiffres
aussi énorme en toujours, pas toujours, mais dans la plupart des cas, c'est des produits qui résolvent un véritable problème dans la vie des gens. Ensuite, vous avez les produits de tendance, comme par exemple le fameux hand spinner que tout le monde connaît. C'est un produit qui a cartonné très très fort. Et l'avantage des produits de tendance, c'est que vos clients vont les arracher sans que vous ayez besoin de les vendre. Vous pouvez être nul en vente, juste vous proposer le produit, vous vendez. L'exemple du hand spinner, c'est un exemple qui arrive une fois toutes les décennies. Donc, c'est vraiment un exemple très percutant. Par exemple, moi, sur ce produit-là, en une journée, on a fait plus de 40 000 € juste en hand spinner. Et franchement, c'est quoi? C'est juste un produit qui ne sert à rien. Mais les tendances peuvent être très fortes et peuvent vous aider à cartonner, à obtenir de gros chiffres d'affaires. Attends une seconde. Il n'y a pas les produits qui sont liés à une certaine saisonnalité. Par exemple, les genres de produits qui se vendent plus, je sais pas, pendant Halloween, je sais pas, je pense notamment à des masques LED ils ont fait parler pas mal d'eux durant Halloween. Ouais, il y a pas mal de dropshippers qui ont fait ces fameux masques. Ça rejoint clairement en fait je les classe dans les tendances en fait. Donc tu as la Saint-Valentin qui arrive, bah, tu peux vendre des produits pour la Saint-Valentin. Tu as, comme tu dis, la Halloween qui arrive, bah, tu vends des produits pour Halloween, Noël pour Noël, etc. C'est des produits de tendance en fait qui suivent. En fait, tendance, c'est pas juste de mode. C'est-à-dire ça veut dire aussi clairement un produit sur lequel il va y avoir une tendance à la hausse en gros. Et puis bah voilà, c'est juste les produits tendance, ça vient de ce terme-là à la base. C'est tendance, ça veut dire bah, c'est la tendance du moment, puis après c'est fini quoi. Donc on inclut clairement ce genre de produit dans ce type de catégorie. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement. Ok, top. Donc on continue. Moi, j'ai quelques critères personnels quand je sélectionne un produit. Et généralement, quand je sélectionne un produit, ce n'est pas les critères. Voilà, chacun peut avoir ses critères. Moi, les critères que je sélectionne, c'est des critères pour chercher vraiment un gros winner, un produit qui a la génétique de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je veux pouvoir scaler le produit, c'est-à-dire le vendre à une échelle, ne pas être limité en fait. Donc pour ça, il y a des critères qui sont un tout petit peu différents à savoir. Donc déjà, le produit doit être non disponible en magasin. Ça signifie quoi? Si vous allez à Carrefour à côté, bah, vous n'allez pas pouvoir le trouver. Parce que sinon, le client, il le voit, il dit « Ah oui, mais je l'ai déjà vu à Carrefour, donc bah, si je ne l'achète pas là, ce n'est pas grave. » Non, il doit se dire « Waouh, si je ne l'achète pas maintenant, je ne le reverrai jamais. C'est quoi ce produit? C'est un truc de fou. Si ce n'est pas maintenant, bah, c'est jamais. Il n'existe nulle part ce produit. » Donc ça. Ensuite, vous devez avoir un effet nouveau. Donc nouveauté, la nouveauté, ça fait toujours vendre. Et si il n'est pas nouveau, il doit être pas très connu. Donc vous pouvez dire que c'est nouveau ou s'il n'est pas connu, les gens vont en déduire d'eux-mêmes que le produit est nouveau. Donc voilà, tu peux utiliser ça comme ça. Ensuite, tu peux avoir également des concurrents sur ce produit-là. C'est pas mal d'avoir déjà de la concurrence sur ce produit. Ça signifie qu'il y a un marché et il y a quelque chose. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens se disent « Ah non, mais il y a des concurrents, moi je ne fais pas. » Non, il faut qu'il y ait de la concurrence. Par contre, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que s'il y a trop de concurrence, ça veut dire que le marché a déjà été quand même pas mal attaqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà communiqué, promu en fait ce produit-là via les réseaux sociaux, les influenceurs. Donc l'effet nouveauté va être moins performant, moins puissant à cause de ça. Donc c'est très difficile d'aller chercher de gros chiffres d'affaires, surtout quand vous débutez. Donc, ce n'est pas ce que je conseille de faire. Ensuite, il doit y avoir l'effet waouh, bien sûr, qui est très important. J'en ai parlé précédemment. Et enfin, j'applique une marge minimum. J'ai une règle, une double règle. Donc, je dois faire minimum x3 par rapport au produit, au coût d'achat. Donc, si par exemple, je l'achète 10 €, je dois le vendre minimum 30 €. Donc ça, c'est la première règle. La seconde règle, c'est que je dois faire minimum 20 € de marge également. Ça veut dire que si le produit ne respecte pas les deux critères en même temps, je ne le fais pas. Parce qu'il n'a pas la génétique de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher.
Vous pouvez faire 10 000, 20 000, 100 000, peut-être 200 000 euros sur ce genre de produit, mais il n'y a pas suffisamment de marge pour pouvoir augmenter, avoir un cash flow, en fait, un roulement financier suffisamment important pour pouvoir réinvestir massivement et rapidement pour aller chercher de gros chiffres d'affaires. Donc, ces deux chiffres-là sont vraiment clés et sont très importants. J'ai mis longtemps vraiment à comprendre ça. Et il y a beaucoup de dropshippers qui s'arrêtent juste à faire x3 ou x4. Non, c'est important également de faire de la marge. Tout est toujours possible. Il n'y a rien qui est impossible. Je vous donne juste quelques règles. Et si vous suivez ça, ça fonctionnera très fort. Ensuite, eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la formule. Qu'est-ce qui déclenche une vente? Pourquoi votre produit va se vendre? Là, ce qui fait que votre produit va se vendre, c'est tout simplement l'alchimie entre votre produit, l'audience, c'est-à-dire les personnes qui vont voir votre offre. Si les deux se rencontrent et que les deux, c'est l'alignement des planètes en fait. Il faut que ça matche, c'est-à-dire il faut que la bonne personne voit le bon produit dont elle a besoin. Et si le prix est bon et que sa valeur perçue est bonne, eh bien tout simplement, il y a match, il y a vente. Pour ça, vous devez avoir donc une offre qui convertit. Donc une offre qui convertit, il faut que vous vous mettiez en place, il faut que tu mettes en place une machine, tu vois, une machine qui va convertir tes clients. Donc pour ça, moi j'utilise particulièrement les tunnels de vente. J'ai arrêté d'utiliser Shopify depuis longtemps. Beaucoup de personnes recommandent d'utiliser Shopify. J'ai rien contre, c'est très bien. Simplement, quand tu débutes, tu vas passer beaucoup de temps pour créer une boutique et tu vas avoir du mal à créer une boutique professionnelle. Aujourd'hui, je déconseille d'utiliser Shopify. Donc, une fois que tu crées ton tunnel de vente, tu crées ton offre et voilà, boum, tu fais des ventes. Un produit que tu peux scaler très très fort, un produit que tu peux vendre des centaines de milliers d'euros dessus et faire 1 million d'euros dessus, c'est des produits qui clairement marquent une tendance très 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 forte sur Google Trends. Google Trends, ça référence juste le nombre de recherches qui sont effectuées sur Google en temps réel. Ça marque en fait l'intérêt de la recherche chez Google. Donc ça, vous pouvez le voir et en fait, on voit clairement les statistiques du correcteur de posture. On va rester dans le même exemple pour être cohérent. On voit bien que avant juin, juillet, août 2018, il ne se passe pas spécialement grand-chose. Il y a des gens qui tentent de le lancer, ils coulent, ils tentent, ils redescendent, personne n'arrive vraiment. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe durant l'été 2018. Il explose, il monte et jusqu'à connaître une croissance fulgurante en janvier en termes de recherche. Si les gens recherchent sur Google ce produit-là, c'est qu'ils l'ont vu ailleurs et ils se disent « mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller faire des recherches ». Et clairement, un produit qui cartonne doit se voir sur Google Trends. Et c'est comme ça que vous allez chercher des produits à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Juste une question. Oui. Donc, là, l'idée c'est que en fait, si un produit cartonne pas, les gens vont de toute façon pas le chercher sur Google. Exactement. En fait, tu peux faire 10 000 euros avec, Oui. peut-être 100 000, mais pas plus. Parce que quand c'est des gros produits, des grosses tendances, on le voit sur Google Trends. C'est obligatoire, les gens vont aller le chercher. Donc l'idée de base ici, c'est que en fait, donc les produits, les winners, donc les dropshippers vont investir des sommes importantes au niveau de la publicité. Donc les gens vont les voir de plus en plus. Et en fait, ça, il est corrélé au volume de recherche du mot-clé, donc qui est lié au produit. Exactement. Donc c'est plus, comment dire, un thermomètre du marché. Google Trends. Exactement. Ok. Exactement. Et quand ça fait bouger la tendance sur Google Trends, c'est qu'il y a tellement de volume de recherche que il sort en fait. On le voit que ça bouge, donc c'est que c'est très intéressant C'est qu'il et y il a se passe des- quelque chose. Parce
qu'il y a des gens qui sont en train de remplir le compte bancaire, quoi. C'est ça. Et voilà, pour faire simple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des produits à forte demande? On va voir deux méthodes. On va voir une méthode gratuite et on va voir des méthodes gratuites et des méthodes payantes. La première méthode gratuite qu'on va voir ensemble, c'est juste d'utiliser tout simplement ton compte Facebook pour trouver des publicités qui cartonnent. C'est très très simple et c'est complètement délaissé par plein de personnes au profit d'outils payants, etc. Alors qu'on trouve absolument tout ce qu'on a besoin sur Facebook. En fait, ce qu'il faut faire, c'est liker, interagir en fait avec pas mal de publicités qu'on voit. Toutes sortes de publicités. Dès que vous voyez que c'est du dropshipping, ça se voit. Tu vois, ça on voit clairement que c'est du drop. Tu vois. Et tu interagis dessus, tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais des choses, tu interagis et en fait tu vas être retargeté. Tu cliques dessus, tu vas voir le retargeting, etc. Donc le retargeting, c'est le reciblage, c'est le fait que quand vous avez visité cette adresse-là, cette boutique-là, quand vous allez revenir sur Facebook, un peu plus tard, vous allez revoir cette même publicité. Donc ici, pour Facebook, moi ce que j'utilise, c'est Turbo Ad Finder. La plupart des gens, ils utilisent des bloqueurs de publicité. Moi, je vire tout le reste qu'il y a sur le fil d'actualité, je regarde que les publicités. Comme ça, j'ai tout le temps des bonnes idées de publicité et je vois ce qui se passe et je trouve des produits. Par exemple, ici, je l'ai activé et au bout de 2 minutes, j'ai trouvé ce produit-là. Donc ce produit-là, par exemple, on voit clairement qu'il a fait 1,2 million de vues. Il a été lancé je suis allé voir la publicité, elle a été lancée il y a 1 mois de mémoire à peu près. À quelques jours près, c'est ça, il y a un peu plus de 30 jours. Et il a totalisé 1,2 million de vues, il a 2700 commentaires et pas autant de partages. Il y a pas mal d'interactions sur ce produit, il est intéressant également. Pourquoi? Parce qu'il résout un véritable problème et on appuie vraiment sur une douleur qui est intéressante chez notre prospect puisqu'on touche à son enfant, donc à sa sécurité, à son confort, à son bien-être dans le véhicule. Le problème qu'on résout, c'est qu'en tant que parent, et moi je suis bien placé pour le savoir, vu que je viens tout juste d'avoir une petite fille, et quand je la mets dans le siège auto, j'ai remarqué que quand elle dort comme ça, tu vois, donc tu as la tête qui ballotte. Et les bébés, ça dort tout le temps en bagnole, tu vois, genre. Du coup, la tête qui ballotte, c'est pas très sécure. Et ça, tu vois clairement, ça bloque un petit peu sa tête, gentiment, et comme ça, il est confortable. Ça lui fait moins mal au cervical, etc. Donc voilà le problème que ça résout. Et ça, j'ai trouvé ça en 2-2 sur Facebook. Je suis allé vérifier, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ouais. Donc peut-être que je vais le lancer. C'est un point, excuse-moi, si tu peux revenir. C'est pas grave, oui, dis-moi. Oui. Genre, on voit même ici, genre dans la publicité, le texte qui est utilisé, ils sont la personne qui fait la publicité, elle met le doigt directement sur le problème, quoi. Complètement. Donc ils ne disent pas, voilà, on a un produit qui est fait en, je sais pas, en quelle matière ou donc je sais pas comment il est fabriqué, mais ils parlent directement du problème que peut avoir le. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous parle que de problèmes, solutions. Comme ça, vous prenez le réflexe de toujours penser de cette façon-là. Et en pensant de cette façon-là, vous allez écrire correctement vos descriptions de façon inconsciente parce que vous allez chercher ce genre de produits et vous allez les décrire de cette manière-là. Vous n'allez pas dire « regardez la qualité du velours sur la tête, c'est doux, il fait telle dimension ». Non, ça on s'en fout. C'est pourquoi il doit acheter ce produit-là. Et s'il ne l'achète pas, c'est des parents indignes s'ils quittent votre boutique sans acheter ce produit-là. Donc, il faut vraiment expliquer que c'est pour la sécurité de l'enfant, le bien-être, etc., etc. Il faut jouer sur ce genre de levier en fait pour vendre ce genre de produit. Voilà, donc ça, tu as totalement raison, Neige. Il faut faire la même chose, bien évidemment, dans le copywriting, donc dans l'écriture sur la publicité. J'ai oublié également… Oui, dis-moi. Vas-y. Non, dis-moi, vas-y. Non, par exemple, là aussi, on voit la publicité, donc elle a fait 1,2 million de vues. Donc, on peut imaginer la somme qui a été investie en publicité derrière. Et donc, c'est donc les gens, donc l'entreprise, elle continue à investir dans la publicité, c'est parce qu'elle est rentable et qu'elle fait un bon bénéfice derrière. C'est exactement ça. Là, pour faire autant de vues,
ils ont investi de l'argent. Donc, s'ils ont investi cet argent-là, c'est que forcément, ils ont un retour sur investissement. Là, vous avez un produit, vous êtes sûr qu'il se vend, quoi. Vous n'avez qu'à le mettre en vente, en fait. Après, si vous ne faites pas autant de ventes que eux, c'est quelque part, vous avez raté une étape. On est là pour ça. On fera toutes les étapes une par une. Donc, il faut rester jusqu'à la fin et vous saurez exactement comment faire ça. Et en gros, là, par exemple, je pensais également à un truc. Tu cliques directement dans les commentaires et tu regardes, tu peux classer sur Facebook par commentaire plus récent. Et donc, tu vois s'il y a des commentaires récents sur cette publication-là, c'est qu'elle est encore en cours en fait de publicité. C'est-à-dire que la personne est encore en train de payer de la publicité s'il y a des commentaires récents. C'est-à-dire qu'elle est en train de gagner de l'argent aujourd'hui. Voilà. Et en plus de ça, si tu cliques sur la page, tu vas sur sa page, ils ont rajouté une fonctionnalité il n'y a pas longtemps, Facebook, clique sur info et publicité et donc tu as affiché les publicités qui sont en cours, qui sont faites par ce vendeur-là. C'est plus une information qui est publique sur Facebook. Ensuite, on a une autre façon de faire, c'est AliExpress directement, puisque la plupart des gens, quand ils font du dropshipping, ils vont acheter leurs produits sur AliExpress pour le faire livrer directement au client. Il suffit d'aller dans la catégorie précise d'une niche. Donc une niche, c'est simplement voilà, un segment précis dans lequel on va se placer pour vendre notre produit. Donc par exemple, une niche, ça peut être là, voilà, la petite enfance, quoi, en gros les bébés. Donc si on va directement sur AliExpress, on a deux façons de chercher. Soit on va dans la catégorie, comme je viens de dire, et dans la sous-catégorie, et on classe par orders, donc par le nombre de commandes, et on va voir les produits voilà, qui ont le plus de ventes dans cette catégorie-là. Et ça va nous donner une petite idée un petit peu de ce qui se passe. Mais il ne faut pas faire que ça. Il y a également aussi les mots-clés. Donc là, j'ai tapé tout simplement car seat head dans AliExpress. Et donc, ouais, merci. Et donc, voilà, j'ai classé par orders et on retrouve ici donc tout simplement le produit qui est en train de monter. Voilà. Il n'y a pas tant de ventes que ça, etc. dessus, mais il est là et j'ai regardé ailleurs et j'ai vu que voilà, il y avait pas mal de ventes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? AliExpress a ouvert récemment ce qu'on appelle le Dropshipping Center. Donc, ils ont carrément, tellement il y a de dropshippers qui achètent sur AliExpress, ils sont en train de tout tourner autour du dropshipping. Ils font des sondages, etc. pour savoir comment ils peuvent aider les dropshippers dans leur business. Donc, c'est à quel point AliExpress ça appartient à Alibaba. Alibaba, c'est juste… ça pèse plus que Amazon, donc ça c'est pour vous donner l'idée un peu du mastodonte que c'est. Et clairement, ils s'intéressent au dropshipping de près et ils mettent en place des outils pour nous aider. Donc il faut les utiliser. Vous allez dans le Dropshipping Center, donc pour ça, vous tapez, c'est un truc à activer sur votre compte. Donc il faut que tu ailles sur Google, tu tapes AliExpress Dropshipping Center, tu fais entrer, tu cliques dessus et tu vas pouvoir activer cette fonctionnalité cachée. Et en fait, tu rentres juste l'email du produit. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré l'email du produit, du fameux truc de sécurité pour tenir la tête des bébés. Et on voit que la tendance est en train de prendre, c'est en train de monter, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est clairement un produit qui est à suivre. Très probablement dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, il va monter progressivement et ça va devenir très intéressant de se positionner dessus et de le faire. Peut-être que ça redescendra et que finalement, voilà, ce n'est pas vraiment un produit winner. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais vu toute la publicité qu'a fait l'autre page, c'est que voilà, je pense qu'il va donner quelque chose de très intéressant. Ensuite, on passe aux outils payants. Donc là, je vais te proposer de regarder donc ici cet outil, il s'appelle Seller Pulse. Donc Seller Pulse est développé par Jawad. Ils ont fait avec son équipe un excellent boulot. Et en gros, Seller Pulse te permet juste de centraliser toutes les datas de AliExpress sous les yeux. Ça te permet d'avoir en gros un tableau de bord de toutes les statistiques sous les yeux. Ça te fait gagner un temps énorme. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser ces outils payants. On peut faire toutes ces recherches manuellement, mais ça prend des heures en fait. Alors que là, en quelques secondes, on a le résultat sous les yeux. Donc là, ici,
j'ai refait la recherche pour ce produit-là, voir ce qu'il donne. Et donc, je le retrouve ici. Et là, je vais pouvoir avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Notamment, je peux cliquer sur la cloche pour le suivre. Je peux regarder le graphique de vente. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Depuis les 6 derniers mois, on peut suivre. Je peux également cliquer sur la petite maison ici rouge pour trouver toutes les boutiques qui vendent ce produit-là. Donc, je vais pouvoir aller voir comment eux ils le vendent, comment ils le marketent, etc. Donc, c'est très, très intéressant également. Donc en un clic, tu vas voir. Tu as absolument tout à AliExpress, Tout, toutes les datas d'AliExpress qui sont là. Tu peux sélectionner une catégorie précise ou toutes les catégories. Tu peux rentrer l'URL de ton produit, tu peux rentrer le prix minimum, maximum d'achat, tu peux rentrer des mots-clés, tu peux rentrer le nombre de feedback minimum, donc le nombre d'évaluations minimum, le nombre d'évaluations maximum, le nombre de commandes minimum, maximum. Et enfin, tu peux lui dire également 10 mois sur les 3 derniers jours, précisément ceux qui ont fait minimum par exemple 300 ventes, 500 ventes les 3 derniers jours et il va te sortir tout ça. Une mine d'or quoi. C'est une mine d'or. C'est payant, ça vaut de tête, je crois que c'est 29 $ par mois, je ne me souviens plus vraiment. Enfin, c'est largement rentabilisé en fait. Donc voilà, pour moi, si on doit choisir qu'un seul outil, c'est Seller Pulse. De toute façon, on vous met tous les liens je pense dans la description pour que vous puissiez retrouver tous les outils. Le deuxième outil que je vous conseille, qui est payant également, c'est AdSpy. AdSpy, c'est un outil qui vous permet tout simplement de sortir toutes les publicités qui tournent sur Facebook. Ils ont des robots qui tournent toute la journée et qui vont aspirer toutes les publicités en gros. Et là, donc, je suis allé regarder un petit peu les publicités qui tournent autour de notre produit et voilà, je les ai retrouvées, ils sont là. Et donc, j'ai pu aller regarder directement toutes les données que j'ai besoin sur AdSpy. Et là, en fait, j'ai juste ici dans mots-clés tapé le mot-clé précis. Donc, j'avais tapé Head Site Car, quelque chose comme ça. Et j'ai retrouvé donc tous les annonceurs du monde entier qui font de la publicité sur ce produit-là. Donc comme ça, s'il y a 10 personnes qui sont dessus, tu le sais. S'il y en a 1000 dessus, tu te dis ok, c'est peut-être saturé, tu vois. Donc tu as la vue sur le marché global en fait. Ça te permet de prendre une décision, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne fait pas ce produit. C'est un peu cher AdSpy, mais c'est très très puissant. Du coup, on passe au pilier 2. Yes! Le deuxième pilier, c'est tu dois créer une machine à convertir redoutable. En gros, maintenant, on a vu, voilà, on a notre produit, on l'a trouvé. Je t'ai montré comment, je t'ai montré quels sont les critères. Maintenant, il va falloir réussir à le vendre. Parce que je peux te donner plein de produits qui cartonnent que je fais maintenant, sur lesquels je suis en train de faire de l'argent. Je te le donne. Si tu ne sais pas le vendre, tu ne feras pas de vente. Ok. Le marketing, c'est très important pour vendre des produits. La plupart des gens qui échouent, c'est juste qu'ils ne savent pas comment vendre le produit. Je vous ai expliqué problème, solution. Maintenant, il va falloir le mettre en application. Parce que si votre client ne se rend pas compte qu'il a ce problème et que votre produit est la solution, si vous ne lui faites pas comprendre, il n'achètera pas. Ouais. C'est logique, non? Oui, ça fait du sens quoi. Ok. Pour créer une machine à convertir redoutable, oubliez Shopify. Je suis désolé de vous dire ça si vous vous embêtez avec Shopify, mais Shopify, c'est super bien. J'adore ça. Mais c'était très bien il y a 2 ans. C'était très bien il y a un peu plus d'un an. Allez. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement concurrentiel. Le e-commerce, le dropshipping, c'est que si vous utilisez Shopify, vous êtes comme tout le monde. C'est vrai. Et si tu fais comme tout le monde, tu as les résultats de tout le monde, c'est-à-dire 0. Donc, si tu veux des résultats, fais les choses différemment, mais pas n'importe comment, intelligemment. Ouais. Je vais… Ouais. Attends, excuse-moi de te couper, mais genre, y a pas mal de boutiques qui cartonnent qui sont sur Shopify. Il y a des gens qui font des milliards qui sont sur Shopify. Exactement. Le truc, c'est que ces gens-là, comme tu dis, ils ne démarrent pas de 0.
La complexité, c'est quand tu démarres de zéro, avoir une boutique professionnelle sur Shopify, tu vas avoir du mal parce qu'il va falloir avoir un bon graphisme, il va falloir avoir une bonne ergonomie. Merci Neige. Il est tard, je suis out. Bref, c'est pas grave. Donc il faut une bonne ergonomie, etc. avec les différents éléments qui composent la boutique. Il faut que tout soit excellent pour créer la confiance du prospect et acheter. La problématique, c'est que tellement de gens se sont lancés dans le dropshipping, toutes les boutiques Shopify se ressemblent. Et le prospect, quand il arrive devant une boutique Shopify, il se dit je crois pas que je vais acheter. Une fois, j'ai acheté, j'ai mis 2 mois à recevoir mon produit. Une autre fois, j'ai acheté sur ce genre de boutique, j'ai jamais reçu le produit, j'envoie des mails, il ne me répond pas, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tellement de gens se sont lancés dans le dropshipping, les gens ne sont pas professionnels et ils ont un service après-vente de merde en fait, tu vois. Oui. Et du coup, plein de gens ont été déçus et même s'ils ne savent pas ce que c'est Shopify, même s'ils ne savent pas forcément ce que c'est que le dropshipping, ils arrivent, ils se disent ce genre de boutique-là, ça m'inspire plus confiance parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience et parfois c'est même inconscient en fait, tu vois. C'est le marché qui veut ça. Donc si vous voulez faire une boutique Shopify, vous devez être très professionnel dans votre boutique. Il faut que votre boutique soit très très bonne. Il faut créer ce qu'on appelle un bon branding, c'est-à-dire une marque en fait. Il faut que quand le prospect arrive sur votre boutique Shopify, il se dise waouh, ça c'est une vraie marque, tu vois, qui cartonne. Ouais. Et là, c'est ok, pas de souci, vous pouvez faire du Shopify. C'est juste que quand tu débutes, bah, ça va te prendre 2 semaines pour faire une boutique Shopify. Il faut que tu trouves ta niche. Donc c'est là où on va en parler. Tu vois, il faut choisir une niche. Donc tu vas choisir la niche, par exemple les bébés. Et puis tu vas lancer ta boutique. Tu vas mettre 3 semaines à pondre ça parce que c'est très compliqué au début d'avoir une boutique professionnelle. Et même si tu y arrives, peut-être que ton produit ne va pas marcher. Donc, tu auras passé 3 semaines à faire ça et pour rien. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop fan de Shopify. Mais attends, il y a aussi des boutiques Shopify, ce qu'on appelle des boutiques généralistes. Ouais, pareil, les boutiques généralistes, ça marchait très bien il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça performe un peu moins bien. Et ceux qui réussissent en boutique généraliste, c'est des personnes qui sont très expérimentées en réalité, qui sont très très bonnes dans leur back-end, qui sont très très bonnes en publicité, etc. Ce n'est pas des débutants. Du coup, quand on débute, donc, il faut se nicher, comme on dit. Il faut se nicher, mais encore plus que se nicher. Moi, je dis qu'il faut faire ce qu'on appelle du monoproduit. Présenter un seul produit au client. D'accord. C'est personnellement ce que je fais depuis quelques temps déjà. Et j'ai remarqué après divers tests entre Shopify, etc. Et j'ai remarqué que le monoproduit à chaque fois performe mieux en fait. Et le truc, c'est que comme il faut tester plusieurs produits avant de trouver le bon, peut-être qu'il faudra en tester 5, 10, je ne sais pas. Certains d'entre vous auront de la chance et dès le premier, ça va marcher. Bien évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais peut-être qu'il faudra tester plusieurs produits. Je ne vous dis pas que vous allez trouver le bon tout de suite. Il va falloir un petit peu apprendre. Donc, je pense que beaucoup de gens se découragent en fait parce qu'il faut sans cesse refaire ce schéma-là qui dure très longtemps à mettre en place. Et c'est normal quand vous êtes débutant et que vous mettez toute votre âme à créer une boutique pour qu'au final ça ne marche pas, vous êtes déçu, vous devez recommencer une autre boutique, etc. Et vous abandonnez parce que voilà, c'est normal, c'est l'être humain. On a besoin d'une petite victoire, une petite victoire pour nous encourager. Et donc, j'ai longtemps réfléchi à pourquoi les gens abandonnent le dropshipping. Pourquoi les gens n'y arrivent pas quand ils se lancent? Parce que c'est un modèle, une fois qu'on l'a compris, qui en soi pas plus compliqué que n'importe quel business, qui est même au contraire très accessible. C'est d'ailleurs tellement qu'il est accessible, tout le monde peut se lancer. Donc voilà, c'est le cas, tout le monde se lance. Ouais. Mais peut y arriver. Pour y arriver, il faut vraiment suivre ce genre de stratégie que je vous partage. Donc clairement, utiliser ce qu'on appelle, je ne vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous le dire juste après en fait, parce que là je vais me spoiler tout seul. Non, mais je vais me spoiler. Et donc voilà, on a parlé. Donc en gros, voilà, changement majeur en 2019 que j'ai remarqué
vraiment qui opèrent très très fort, bah, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les clients, clairement, ils ont une mauvaise expérience avec tout ce qui est boutique Shopify, etc. Donc, en 2019, pour moi, il faut, si vous démarrez, oublier Shopify dans un premier temps. Donc, quelle est la solution? La solution pour moi, elle est très claire aujourd'hui. Après plein de tests, le plus puissant, c'est les tunnels de vente. Les tunnels de vente, vous n'avez pas besoin de choisir une niche. Un tunnel, c'est toujours monoproduit. Donc, tu fais le produit que tu as envie de faire. Tu n'as pas besoin de choisir une niche. Tu travailles, tu trouves un produit qui cartonne, tu le fais. Tu n'as pas à te poser la question, oui, mais ma boutique, elle n'est pas généraliste, je ne peux pas le vendre. C'est con. Mais quand tu as un hand spinner qui passe et qui fait 10, 20, 30 cas par jour et que tu ne peux pas le faire parce que tu as une boutique qui est nichée dans les bébés, c'est con. Oui. Donc, alors que quand tu fais des tunnels de vente, tu fais tout ce qui passe. Tout ce qui bouge, tu peux le tester Donc, très rapidement. L'idée, c'est de repérer les opportunités et en profiter rapidement avec un tunnel de vente en, on va dire, pas copiant, mais en prenant le même modèle de ce qui marche, quoi. Exactement. Faut pas trop se poser de questions, faut pas trop se prendre la tête. Si ça marche, c'est parce qu'il y a une raison. Exactement. Il ne faut pas essayer de créer la tendance, de trouver l'idée du siècle. Non, prenez ce qui marche. Donc, on peut mettre en ligne donc, des produits vraiment en quelques heures seulement. Une fois que tu as mis en place un tunnel de vente, eh bien, tu peux le dupliquer en un clic et tu as juste à modifier les photos et les textes. Et tu peux dupliquer encore et encore. Donc, voilà, tu peux tester des dizaines de produits très, très, très rapidement. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est que les tunnels de vente, parce que peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, un tunnel de vente, en fait, c'est juste un entonnoir de vente en français, on appelle ça. C'est juste, en fait, concrètement, c'est une succession de pages de vente, en fait. Ça reste un site web quand même. Ce n'est pas tout à fait une boutique à proprement dit. C'est juste des landing pages, en gros des pages de vente. Voilà, une page, vous avez la page de présentation par exemple, une page de banc de commande, etc. Voilà, c'est juste ça en fait. Mais les effets psychologiques qu'il y a derrière en fait sont très puissants. C'est en fait le moyen de conversion le plus puissant du marché à ce jour. Par exemple, aujourd'hui, les tunnels de vente sont utilisés pour vendre des offres qu'on appelle high ticket, donc vraiment des tickets très élevés. Donc, on peut vendre sur page de vente, je pense, j'ai vu jusqu'à 3 000 € en général de produits vendus sur page de vente. On peut tout vendre. Ce qui serait en fait totalement impossible d'ailleurs, comme je l'ai noté ici, je viens de m'en rappeler, c'est pas possible de vendre sur une boutique Shopify un produit à 3 000 €, tu vois. Voilà, il faut avoir un branding de fou. Enfin, je sais pas, t'es pas Apple quoi. Donc voilà. Par contre, sur les tunnels de vente, on arrive très bien à le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, je pense que c'est un outil qui est très 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 puissant. Et si on ne l'utilise pas, donc on passe à côté de grandes sommes de chiffre d'affaires, quoi. Complètement. D'ailleurs, ce qui me fait aussi souvent sourire, c'est que tous les gens qui vendent des formations utilisent ClickFunnels, tu vois. ClickFunnels, c'est le logiciel qui est le plus connu au monde qui permet de faire des tunnels de vente. Les gens qui vendent des formations en e-commerce et en dropshipping, ils vous vendent ça sur un tunnel de vente, souvent sur ClickFunnels. Après, ils vous disent utilisez Shopify pour vendre des produits. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu une incohérence. Oui. Si tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que mais tu penses de ça, toi? Donc après, c'est des stratégies différentes et chacun donc a ses arguments. Mais je suis d'accord avec toi que genre un tunnel de vente c'est beaucoup plus puissant. Juste parce que déjà c'est optimisé pour générer des ventes. Un tunnel de vente est là juste pour générer des ventes. Alors qu'une boutique, donc on arrive, il y a plusieurs boutons, il y a plusieurs possibilités, on peut donc se perdre entre les différents produits. Et on sait que quand en fait l'utilisateur il a des choix à faire, donc il y a plus de chances qu'il parte sans prendre aucune décision. Alors que dans un tunnel de vente, donc on le met direct, donc tu as un seul choix. Donc soit tu vas acheter le produit, soit tu vas fermer la page. Et même si tu achètes le produit, donc il y a derrière ce qu'on appelle des upsells, donc il va sûrement en parler par la suite. Donc il y a une seule réponse,
soit oui, soit oui, quoi. Exactement. En fait, c'est ça. Tu l'as très bien dit à ma place. En fait, exactement ce que j'allais dire. Voilà, le client n'a qu'un seul choix, c'est le bouton ajouter au panier. Il n'y a pas, attends, qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il va cliquer ailleurs, il va se perdre dans la boutique et puis après, il va recevoir une notification Instagram. Il va aller checker son portable et puis hop, il a déjà zappé ton produit, il est passé à autre chose. Non, tunnel de vente, c'est t'arrives, ça m'intéresse, c'est oui ou non. Il n'y a pas 36 000 choix. Si je clique sur ajouter au panier ou j'ai pas d'autre choix. Et bien évidemment, la possibilité d'optimiser vraiment les ventes. Donc, tu as ce qu'on appelle le panier moyen. Donc, c'est ce que tu vends. Donc, si tu vends un produit, par exemple, à 30 euros, tu vas pouvoir vendre le produit à 30 euros. Mais dans un tunnel de vente, tu as plusieurs stratégies très puissantes qui te permettent d'augmenter en fait ton ticket, quoi. Donc, si tu vends un produit 30 euros, tu as ce qu'on appelle l'upsell, le downsell et l'order bump. Donc, ces mots barbares, ça veut juste dire des produits complémentaires en fait. C'est juste que upsell, c'est un produit complémentaire qui coûte plus cher que le produit en soi. Donc, tu vends un produit 30 euros, et tu rajoutes un upsell à 60 euros par exemple. Un downsell, donc si le client refuse l'upsell, donc le produit à 60 euros, on va lui proposer un downsell. Le downsell, c'est un produit qui est moins cher que ton produit à 30 euros. Donc, par exemple, à 10 euros. S'il refuse le produit à 60, on lui propose 10 euros. Psychologiquement, l'effet est très puissant. Et encore une fois, comme c'est un tunnel de vente, le client ne peut pas sortir en fait. Il peut que accepter l'offre ou ne pas l'accepter. Et ce qui est très très puissant avec ClickFunnels, en tout cas, c'est qu'on a ce qu'on appelle le one-click upsell. Ça veut juste dire qu'il a un bouton, s'il clique, ça redébite de nouveau la carte bleue sans lui demander les codes. Et ça, c'est ultra optimisé parce qu'un client qui a besoin de ressortir sa carte bleue, il a la douleur de sortir l'argent 2 fois. Donc, il peut vite te dire non, non. Alors que là, c'est tellement facile. On clique, on achète. C'est pour ça que Amazon propose l'achat comme ça aussi également. Oui. Des fois, tu as cliqué, ah merde, j'ai commandé sans faire exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement rapide. Voilà, c'est clairement ça. Et également, je trouve que c'est très économique. Ouais. L'abonnement est plus cher que Shopify. Mais Shopify, tu as des commissions de toute façon. Donc, dans tous les cas, tu vas exploser le budget dès que tu vas commencer à faire un peu de vente. Et puis, tu ne peux pas copier. À chaque fois, tu vas devoir avoir un abonnement par boutique. Shopify, tu peux faire, ClickFunnels, tu peux faire jusqu'à 20 tunnels avec le premier plan. Tu vois, c'est 85 euros par mois. Oui, du coup, en plus, en fait, les tunnels de vente, c'est genre avoir un tunnel de vente qui performe, c'est comme si tu as, je sais pas, un agent commercial ou un vendeur qui travaille pour toi H24. Et en plus, genre, par exemple, pour on va dire mieux expliquer la chose, c'est comme en fait, tu vas au McDo, tu vas prendre un burger, on va directement te poser, donc est-ce que tu veux prendre les frites, tu veux prendre le menu. Donc, on te fait les upsells, donc c'est quelque chose, une pratique auquel donc, je pense tous les gens qui nous regardent font face tous les jours. Genre, partout où vous allez, on vous propose directement, est-ce que ça vous intéresse d'avoir l'upsell, le produit suivant. Évidemment, on ne dit pas upsell au McDo, on dit ça s'appelle frites et ça s'appelle boisson. Ou Maxi Best Of. Maxi Best Of. Et là, toi, tu dis, ouais, c'est que 60 centimes. Allez, je dis oui. Et la plupart des gens, un pourcentage donc, intéressant de gens donc, ils disent oui. Parce que dans leur tête, ils ont déjà dit le premier oui. Et en général, c'est le premier oui qui est le plus difficile à avoir. Mais une fois qu'on a dit oui une première fois, déjà, il y a, je sais pas, donc c'est le genre, on est content d'avoir effectué le premier achat, tu vois. Et derrière, genre, les secondes suivantes, donc on est, je sais pas, on est dans l'euphorie de l'achat, on est très content, on veut, genre, on veut tout acheter, on veut tout ça. Donc, l'offre, elle arrive tout de suite. Et donc, c'est plus facile à convertir et c'est plus facile d'effectuer la vente. C'est exactement ça. En fait, la confiance est déjà installée puisque vous avez conclu une vente et puis le cerveau humain a une espèce de cohérence qui fait que, boum, il a acheté et puis, donc c'est fait et il se dit, ok, j'ai acheté. Donc, il peut continuer à être cohérent dans son action et accepter également les choses qu'on lui propose par la suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence ne se fait pas sur un client. La différence se fait quand vous avez 1000 ventes. Sur 1000 ventes,
imaginez ne serait-ce que 10% des personnes qui prennent l'upsell. Donc, ça ferait sur 1000 ventes, ça ferait 100 personnes qui prennent l'upsell à 60 euros. Ça fait 6 000 € en plus de chiffre d'affaires qui tombent comme ça, gratuitement. Parce que ça, vous n'avez pas fait de la pub dessus. Vous l'avez vendu à une personne qui a déjà acheté. Vous avez déjà attiré le client. Vous avez déjà fait le boulot une fois. Vous avez juste à lui proposer en fait. Proposez juste lui un truc en plus. Et boum, vous faites du chiffre gratuitement en plus. Et s'il dit non, c'est pas grave, voilà. Mais la plupart des gens ont tendance à dire oui, comme tu viens de l'expliquer. Et en plus, donc les tunnels de vente, ça peut avoir une influence positive sur la stratégie de publicité qu'on pourrait adopter. Ben, je pense peut-être que tu vas traiter le point plus en détail par la suite. Mais par exemple, si on a notre tunnel de vente dans lequel on a le premier produit, après un second produit, bah, notre objectif pourrait être d'atteindre ce qu'on appelle le break-even sur le premier produit. C'est quoi le break-even? C'est en fait le point où genre le chiffre d'affaires qu'on est en train de générer, donc il couvre entièrement les coûts publicitaires. Et donc ça, c'est un point qui est très important à avoir dans votre business parce que en fait, c'est le point à partir duquel donc, vous allez commencer à avoir de la marge et pouvoir investir de plus en plus dans la publicité et faire croître votre activité. Et si vous atteignez le break-even juste avec le premier produit dans votre tunnel de vente, c'est-à-dire toutes les ventes que vous allez générer par la suite, comme il vient de le dire, c'est de l'argent gratuit qui est à récupérer. Donc, vous récupérez des clients gratuitement et du coup, ben, donc là, la marge, elle explose, quoi. Complètement. En fait, il y a plein de gens qui se lancent avec les boutiques Shopify, qui débutent, etc. Et quand ils commencent à réussir un petit peu à générer du chiffre, ils atteignent juste en fait le break-even. C'est-à-dire que ils arrivent tout juste à payer tout, sauf eux. Ils payent Facebook, donc Mark Zuckerberg, il est super content. Ils sont réussis. Tu vois, ils payent Shopify, les commissions, les abonnements, ils payent les applications, etc. Ils payent les fournisseurs chinois, ils payent la TVA, ils payent les taxes, ils payent l'État, ils payent tout le monde, sauf eux, quoi. Tu vois. Ouais. C'est complètement stupide, en fait, tu vois. Et du coup, bah, ils font quoi? Bah, ils disent, bah, ça marche pas, j'arrive pas, j'abandonne. Alors que la même stratégie en tunnel de vente te permet directement de passer d'un business qui est pas rentable ou juste au break-even à un business rentable. Parce que c'est des statistiques. Si sur 1000 personnes, comme je te l'ai expliqué juste avant, il y en a juste 10% qui disent oui à tes offres, boum, tu passes de pas rentable ou juste pile poil à quelque chose de rentable juste parce que tu as proposé. Et ça, c'est pas possible de le faire sur Shopify en fait. Il y a des possibilités de le faire. C'est pas que c'est pas possible, mais c'est pas aussi optimisé que les tunnels de vente. Les tunnels de vente, ça a été construit pour ça. Ça a été développé pour ce genre d'effet psychologique, etc. et tout ce qu'il y a à mettre en place. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un tunnel de vente, bah, ça ressemble pas du tout à une boutique Shopify en fait. Donc voilà, c'est boum, c'est bingo. On respecte du coup le point précédent qui était de ne pas faire quelque chose qui ressemble à une boutique Shopify. Donc ici, on voit l'exemple d'un tunnel de vente. Donc c'est celui que j'ai fait pour le correcteur de posture. Donc là, on voit clairement une première page. Donc c'est le banc de commande, la page de présentation du produit, pardon, avec un petit peu de copywriting pour vanter les bénéfices du produit. C'est pas très compliqué, il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a aucune autre possibilité. On a juste la seule possibilité, c'est cliquer sur ajouter au panier. Et ici, vous avez un timer donc qui dit que voilà, il y a une promotion en cours pour encore 1h27 et un petit témoignage pour la preuve sociale ici. Donc le client n'a pas le choix, il clique sur ajouter au panier, il tombe sur le bon de commande. On lui demande directement ses informations, il n'a plus qu'à valider. Pareil, on rappelle ici que c'est sécurisé. On lui dit de nouveau que la promotion se termine dans X temps. Ici, on rappelle un petit peu de ce que c'est, correcteur de posture. On donne un gros bénéfice, une garantie satisfaction remboursée, 100% c'est fait rembourser. Un petit
image ici du produit avec son packaging qui n'a jamais existé d'ailleurs ce packaging là. C'est juste que je l'ai fait faire en Photoshop ça, sur 5euros.com. Ça a coûté 5 balles et voilà, ça donne un petit côté vraiment branding quoi. Et ça augmente la valeur perçue. Bah clairement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout con, mais c'est des petites astuces comme ça qui le client il pense en fait que bah voilà, c'est ça le produit qu'il va recevoir. Ce qu'il faut juste penser à mettre en fait, c'est tout simplement dans les conditions générales de vente, voilà qu'en fait le packaging peut varier, l'emballage peut varier selon les arrivages, selon les stocks, selon plein de choses voilà. Et ça, même des grandes entreprises font ça. Bah complètement. Donc quand on C'est lit complètement bien, légal. Oui. Et c'est bien de le souligner parce que ça peut paraître dit comme ça un petit peu une technique de borderline, Oui. mais pas du tout en fait. Toutes les grosses entreprises prévoient ça en fait. Et ici à droite, le rappel des bénéfices. Donc là, ici, je marque que vous allez enfin pouvoir corriger. Je ne me rappelle plus ce que j'avais mis précisément, mais en gros, je reparle des bénéfices. Vous allez enfin pouvoir corriger votre posture, etc. Vous n'allez plus avoir mal au dos, etc. Blablabla. Mettre le doigt où ça fait mal. C'est exactement ça. En le transformant en bénéfice, tout simplement, pour le pousser à imaginer en fait tout simplement quelle est sa situation qu'il va avoir une fois qu'il aura ce fameux correcteur de posture, comment il sera bien le soir quand il se couchera, il aura plus mal quoi. Voilà, et supprimer la Voilà. douleur. C'est complètement vrai, ouais. Dans le lien d'ailleurs de cette vidéo, on mettra, comme je t'ai dit, on mettra les liens. Donc on mettra le lien ClickFunnels, il y a 14 jours gratuits. Et en passant du coup par ce lien, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de télécharger directement en fait mon tunnel optimisé de ce fameux correcteur de posture pour que vous puissiez voir un petit peu comment je l'ai fait évoluer avec le temps et quel copywriting. Donc le copywriting, c'est juste écrire en fait, l'art d'écrire, l'art de vendre avec les mots. Et donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça, comment ce que j'ai fait, vous pourrez vous en inspirer. C'est très important. Clairement, ça fait gagner un temps fou parce que c'est le truc, vous allez devoir le faire de zéro. Là, je vous le donne gratuitement, vous avez juste à cliquer, ça se met sur votre compte et vous pouvez juste modifier les textes et les photos quoi. Ne pas trop se poser de questions, copier ce qui marche. Clairement. Aller à l'essentiel. Donc là, on va commencer un peu à parler de copywriting. On ne peut pas parler de création d'offres et de tunnel de vente sans parler précisément de copywriting. Pour être un bon copywriter, et j'ai vraiment pas la prétention d'être un bon copywriter. Je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi. D'ailleurs, souvent, je délègue ça maintenant. Mais en gros, il y a une chose que vous devez retenir. Vous devez parler le langage de votre audience. Vous devez employer les mêmes termes, les mots précis qu'ils utilisent. C'est très important. Ne changez pas les mots qu'eux emploient. Vous devez comprendre donc leurs douleurs, leurs problématiques et leurs désirs. Avec ça, vous avez tous les éléments pour pouvoir faire une bonne offre. En fait, si vous ne comprenez pas tout ça, votre offre, elle ne convertira pas. Même si vous avez la meilleure publicité au monde, même si vous avez le meilleur produit qui cartonne en ce moment, si vous ne faites pas un bon copywriting, soit vous allez vendre, mais vous ne serez pas votre tunnel ne sera pas optimisé en fait, vous n'aurez pas les résultats que vous pourriez avoir si vous avez un bon copywriting. Soit dans le pire des cas, vous ne ferez pas du tout de vente juste parce que vous ne savez pas présenter votre produit correctement. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais ok, Naoufel, super, mais comment est-ce que je fais pour parler le langage de mon audience si je ne sais même pas en fait comment ils pensent? Moi, je vais vous donner une petite astuce que je pratique tout le temps. C'est que je vais simplement sur Amazon et je regarde les commentaires des produits. Donc peut-être que votre produit n'est pas sur Amazon, il y a de fortes chances, mais ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est regarder des produits similaires en fait. Vous vendez une bague, peu importe que ce soit une bague, je ne sais pas, tu vois par exemple tu vends une bague de gothique, tu vois, un truc de gothique, un peu tête de mort ou je ne sais pas trop, tu vois, peu importe. Et tu vas sur d'autres bijoux de gothique. Et tu regardes les mots qu'ils vont employer dans ce domaine-là, la façon dont ils vont parler et qu'est-ce qui est important pour eux en fait, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs douleurs. Donc ils vont te dire, ça donne vraiment, je sais pas, je vous dis une grosse connerie, ils vont te dire par exemple, ça fait vraiment
c'est ultra goth, tu vois, par exemple. Je sais pas si c'est une expression qu'ils disent ou pas, mais en imaginant qu'ils emploient, c'est ultra goth, tu vois, par exemple. Et ben vous allez pouvoir réutiliser ça dans votre copywriting. C'est très important. Le client va se reconnaître et vous parlez tout simplement son langage et c'est comme ça que vous pouvez faire du bon copywriting. C'est une astuce très simple, mais qui est très très efficace et très puissante. En fait, là, je viens de penser à. Est-ce qu'en fait, c'est intéressant aussi d'aller voir les commentaires que, par exemple, on trouve un produit winner sur Facebook, comme tu l'as présenté tout à l'heure, genre la vidéo, elle a 2700 commentaires. Et bah, il doit y avoir aussi des informations à les piocher dans ces commentaires. Est-ce que on peut trouver des informations intéressantes dedans? C'est une question très 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 bonne et bien évidemment oui, tu trouves un maximum d'informations dans les commentaires de Facebook. Il faut absolument regarder ce qui se passe. Tu fais bien de le dire parce que j'avais complètement oublié d'en parler. Tu trouves plusieurs informations qui sont intéressantes. Il n'y a pas que Facebook en fait. Il y a aussi par exemple les anciens forums qui datent d'il y a 10 ans où les gens racontaient leur vie, qui sont encore disponibles. Vous allez dans votre niche, vous regardez les forums et vous apprenez tout sur ces gens-là, cette audience à qui vous avez envie de vendre un produit. Et les groupes Facebook aussi, qui sont en quelque sorte les nouveaux forums. Ouais. Après, les groupes Facebook, des fois, il y a de la friction, c'est-à-dire que c'est chiant, faut aller se connecter. La fonctionnalité recherche est moins performante que sur les anciens forums. Et puis, des fois, il faut demander l'adhésion au groupe pour accéder. Enfin bon, mais c'est bien sûr, les groupes Facebook sont une excellente source. Vous pouvez même aller consulter le groupe Facebook, poser des questions précises pour obtenir des réponses et avoir votre propre sondage. Et dans les commentaires des publications Facebook, pour revenir à ce que tu disais, vous pouvez voir les photos. En fait, rapidement, vous jetez un petit coup d'œil, vous scrollez, vous faites 10, 20. Et tu vois, s'il n'y a que des femmes entre 20 et 30 ans, tu sais que l'audience de ce produit-là, c'est des femmes entre 20 et 30 ans. Oui, mais je pense que tu as déjà donné la crème, donc c'est les reviews sur Amazon parce que c'est des acheteurs en fait. Tu as tout compris. Le top, c'est des acheteurs. Et pourquoi sur Amazon? Parce que simplement, c'est des avis qui sont vérifiés en fait. Donc je sais que c'est vraiment des gens et donc j'ai les bons termes, j'ai des trucs. Et puis c'est dans la culture d'Amazon de faire des commentaires comme si c'était des testeurs. Tu sais, l'acheteur est tellement mis en avant sur Amazon que leur avis compte tellement que les gens ils se lâchent dans les commentaires d'Amazon. C'est pas comme sur les autres sites, tu vois. Genre Cdiscount, tu vois, le commentaire il fait 2 phrases. Ok, bien. C'est tout, 2 mots ou une phrase. Amazon, les mecs ils écrivent des pâtés, tu sais, ils racontent leur vie comme si tout le monde a rien à foutre. Les seuls qui y vont, c'est moi qui vais regarder qu'est-ce qu'ils racontent. Une anecdote, genre une fois en fait j'avais besoin d'une chaise de bureau. Donc je suis allé sur Amazon et j'ai fait ma petite shortlist, quoi, ma petite liste des chaises qui m'intéressent. Et je suis allé dans les reviews et j'ai trouvé donc un client, genre il a acheté la chaise il y a 5 ans. Et après 5 ans, il est venu en fait pour faire son retour client. Donc j'ai pu trouver, donc je peux savoir directement. Genre, c'est la chaise, donc elle peut tenir jusqu'à 5 ans ou pas. Genre, le gars, il a dit, j'ai acheté il y a 5 ans et elle s'est cassée donc la semaine dernière. Je suis pas content. Ouais, mais c'est ça, parce qu'Amazon, c'est la culture. C'est la culture de la satisfaction client et la vie du client est très important. Donc, si vous voulez des bonnes idées pour étudier, espionner, comprendre vraiment la psychologie de l'audience que vous visez, les commentaires, les reviews Amazon. Après, Facebook, c'est intéressant juste pour voir quelle est l'audience en fait, pour vous faire une idée. Parce que sur Amazon, vous ne savez pas quel âge ils ont, vous savez pas si vous savez si c'est un homme ou une femme selon le prénom. Mais Facebook vous permet de poser un persona, quoi, un avatar client, vraiment un visage. Donc des fois, en tant qu'être humain, on reconnaît, on se dit c'est que des filles, elles ont toutes entre 20 et 30 ans par exemple pour ce produit-là, ou inversement, c'est que des personnes âgées ou c'est que des très jeunes, etc. Enfin, ça se voit quoi. Après, s'il y a un peu de tout, vous savez que votre audience est très très large. De toute façon, les produits qui cartonnent vraiment très très fort, bien souvent, c'est des audiences qui sont très très larges. Vous n'avez pas un persona très très précis, genre de 20 à 25 ans et c'est que des femmes, quoi. Ça peut arriver, mais généralement, c'est des audiences très 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 larges qui concernent une grande majorité de personnes. Ok.
Je vais vous donner également une super astuce qu'on peut faire grâce au tunnel de vente. On peut le faire avec Shopify, mais ce n'est pas construit pour ça. C'est tout simplement d'introduire des produits numériques dans votre tunnel de vente. Qu'est-ce que ça signifie? Un produit numérique, c'est juste par exemple un e-book, un guide PDF, ça peut être une formation, ça peut être également de la prestation de service, par exemple du coaching. Tout ça en fait, pourquoi? Parce que c'est numérique en fait et ça vous coûte 0 € à produire et vous pouvez le vendre en illimité. Un e-book, vous l'écrivez une fois, vous le revendez des dizaines de milliers de fois, si vous voulez des millions de fois. Ça ne change rien du tout. Il n'y a aucun coût de production. Donc c'est de l'argent gratuit que vous faites, encore une fois. Ouais. Donc c'est très simple, mais c'est vraiment puissant et puis ça augmente votre valeur perçue. Vous vendez par exemple un produit, on va reprendre le correcteur de posture. Vous vendez avec un petit guide sur les exercices à faire pour moins souffrir du dos, les exercices d'assouplissement, etc. C'est ce que j'ai personnellement fait. J'ai rajouté donc ce qu'on appelle un order bump sur mon banc de commande. C'est tout simplement une petite case qu'on coche et quand tu coches, boum, ça rajoute un certain montant tout de suite sur ton banc de commande. Et ça, c'est très puissant parce que je dois avoir l'ordre de 40% de personnes qui prennent ça. Et c'est pas très cher. Je vends par exemple 5 € ou 9 € ou 4 €. Ça dépend du montant du produit final. Si c'est un produit à 30 €, je vais avoir tendance à mettre 4,90 € par exemple. Mais ça va coûter 0 € en fait. Et si vous avez la flemme ou vous n'avez pas le temps d'écrire un e-book, ce que je comprends, je ne le fais pas, vous allez vous taper juste e-book avec droit de revente, vous allez en trouver plein, ça va vous coûter 3 €, vous l'achetez une fois, vous pouvez le revendre autant de fois que vous voulez. Ouais. Tu as parlé des order bump, donc c'est même aussi si on essaie de simplifier un peu la chose, c'est comme ce qu'on appelle, je pense, les produits de caisse, genre qu'on trouve chez, je sais pas, à tous les supermarchés, Carrefour, Géant ou je sais pas où. Donc, genre, à la fin, en fait, quand on est en train de sortir, en allant vers la caisse, donc on trouve plein de petits produits, donc à droite et à gauche. Et si ces produits sont placés à cet endroit-là exactement, et qui sont si petits, et qui coûtent pas cher, c'est pour une raison. Et que, en fait, c'est la raison, sont plus ce qu'on appelle un peu peut-être des achats d'impulsion. Genre, on voit le produit et dit ah ouais, j'ai besoin du petit chewing-gum là, j'ai besoin du petit truc genre à la fin. Et du coup, ça fait aussi augmenter le panier moyen rapidement quoi. C'est clair. C'est une bonne analogie. Ouais. C'est ça la même chose en fait. De toute façon, le e-commerce, c'est juste. C'est comme le commerce dans la vraie vie, mais adapté en ligne quoi. Et c'est simple, c'est le futur quoi. Donc c'est clairement le cas. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il est sorti de nulle part et il est devenu l'homme le plus riche du monde en quelques années grâce au e-commerce. Donc c'est juste la nouvelle façon de faire du commerce. Cette stratégie des produits numériques à inclure, il faut vraiment la mettre en application dans votre business. Parce qu'encore une fois, comme on parlait tout à l'heure de break-even, c'est le genre de stratégie qui vont pouvoir vous faire passer du seuil de pas rentable ou juste à l'équilibre à un seuil de rentabilité. Parce que je vous dis, voilà, moi sur des order bump comme ça, j'ai 40% de gens qui prennent. Donc si vous faites 1000 ventes, 40% c'est 400 ventes en plus qui vont tomber. Oui. Donc sur des produits qui vous ont rien coûté. Donc il faut vraiment appliquer ça. Et pour ceux qui proposent également, qui sont capables en tout cas de proposer de la prestation de service sur certains produits. Par exemple, je ne sais pas, vous vendez des produits de mode ou je ne sais pas, tu vois, des choses comme ça. Ou par exemple, vous vendez des perruques pour les cheveux pour les femmes. Proposer un service de coaching en plus pour aider les femmes à je sais pas, à trouver un style vestimentaire ou à quelque chose. Il faut comprendre pourquoi les femmes achètent une perruque. Donc, comprenez votre audience, comprenez leurs douleurs, leurs problématiques et leurs désirs. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir proposer un service de coaching en plus. Le coaching peut se faire par téléphone, peut se faire par Skype en visio, peut se faire d'une
tonnes de façons différentes et vous pouvez vous vendre et monétiser en plus votre service de coaching et encore une fois, vous augmentez la valeur perçue de votre produit. Et là, clairement, quand je vous dis qu'il faut faire les choses différemment, c'est ce genre de stratégie qu'il faut appliquer pour être différent et vraiment performer. Et en fait, je pense que ce genre de stratégie, c'est le type de stratégie qui est capable de faire passer quelqu'un en fait d'un dropshipper qui galère à un dropshipper en fait qui fait tout exploser quoi. Parce que genre en fait, je connais ça en fait aussi sur d'autres business où on utilise aussi des tunnels de vente. Il y a des personnes en fait qui commencent à faire les petits tests, les premiers tests avec la publicité payante, etc. Avec la publicité, elle est toujours payante, tu vois là, avec la publicité. Et il voit que c'est pas rentable. Et dès qu'il voit que c'est pas rentable, il abandonne. Et c'est souvent en fait la mauvaise décision à prendre. Il faut pas abandonner. Il faut comprendre en fait c'est plus des problèmes d'optimisation. Et parmi les optimisations à faire, c'est arriver à inclure venir inclure des upsells, faire en fait adapter ce type de stratégie qui est capable voilà de faire passer genre une campagne perdante pour laquelle en fait on perd de l'argent à une campagne pour laquelle en fait on peut faire du x2, du x3, du x4. Yes. Complètement d'accord. Non, mais c'est clair, ça nous parle tous les deux, parce qu'on utilise tous les deux nos tunnels de vente, dans nos stratégies de business. Ça performe très très bien dans plein de business et c'est ça qui est formidable. C'est toujours les mêmes leviers psychologiques. Et enfin, maintenant, on va voir la stratégie de l'email marketing. L'email marketing, c'est l'une des stratégies les plus puissantes à ce jour pour vraiment booster et envoyer votre business dans la stratosphère qui va tout exploser. L'email marketing vous permet vraiment de construire en fait un véritable actif. Donc c'est-à-dire que vous pouvez générer de l'argent à la demande grâce à votre liste email. Dans votre business, à tous les niveaux, vous êtes capable de récupérer l'adresse email de vos clients, soit en créant des pages pour dire ce qu'on appelle des pop-up, donc des petites fenêtres qui s'ouvrent. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous pouvez rentrer une adresse email dedans. Voilà, boum, vous récupérez l'email. Que ce soit dans les ventes, que ce soit dans plein de niveaux de votre tunnel de vente et de votre business, vous pouvez récolter des emails au fur et à mesure et vous allez vous construire une liste de plus en plus grosse. Plus votre liste email est grosse, plus vous pouvez générer d'argent juste en envoyant un email. Vous faites juste une offre, vous envoyez un email. Imaginez sur 10 000 emails, si on a par exemple 30% qui ouvrent, ça fait 3 000 personnes qui ont ouvert. Si sur les 30%, il y a ne serait-ce que, je sais pas, 10% qui vont acheter votre offre, sur les 3 000, 10%, ça fait 300. Donc vous faites 300 ventes comme ça, quoi. C'est juste énorme en fait l'email marketing parce que ça vous permet de déclencher des ventes à la demande, quoi. Bah oui, c'est vraiment très puissant comme outil et je pense c'est par exemple pour moi aussi c'est une de mes plateformes de marketing préférées parce que là en fait on possède la chose. Donc c'est du trafic qu'on possède. Donc, quand on possède une liste email, parce que contrairement par exemple à une page Facebook, à une chaîne YouTube, donc on est des invités chez YouTube, on est des invités chez Facebook. Donc, le jour où ils nous disent voilà, on vous accepte plus chez nous, donc on est obligé de partir. Le jour où ils changent leur algorithme et changent par exemple le reach, la portée, je pense notamment à Facebook. Donc, même si on a une page Facebook sur laquelle on a travaillé pendant des années pour la monter, je sais pas, par exemple à 100 000 fans, d'un jour à l'autre, le reach il est divisé par 10, donc c'est mort. Par contre, les mails marketing, beaucoup de personnes ils pensent que c'est old school, que c'est has-been, mais je peux vous dire, genre moi personnellement, dans mon entreprise, la source de revenus la plus importante reste l'email marketing. Ouais, c'est un truc de fou. Et ce qu'il y a de formidable avec ça, c'est que ça peut être complètement automatisé. Et ça, c'est génial. Tu n'as plus à y penser. Tu travailles une fois, tu le mets en place et après, c'est bon, ça travaille pour toi. Et comme tu dis, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit. Tu as ta liste email, tu repars quand tu veux. Ça, c'est juste super important en fait.
Il y a plein de dropshippers qui font, ils ouvrent des boutiques, ils ferment, ils se barrent. Ils n'ont même pas pris la liste email quand ils réouvrent une autre boutique pour prévenir les clients. Voilà, on réouvre quelque chose, je sais pas, ils trouvent une histoire ou ils trouvent quelque chose à raconter à leurs clients pour leur expliquer qu'il y a une transition, j'en sais rien, mais ils ne récupèrent pas les emails d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ne récupèrent pas l'actif principal. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est de l'argent, encore une fois, gratuit qu'on peut faire. Donc, il existe des outils, par exemple, comme Mailchimp, qui est voilà, rapport qualité-prix correct, mais pour moi, ce n'est pas l'un des meilleurs. Mais vous pouvez utiliser Mailchimp. Il y a SG Autorépondeur qui est un logiciel français. Et vous avez GetResponse qui vous permet de faire ça également. Donc voilà, vous pouvez regarder différents outils, voir lequel vous convient le plus tout simplement. Et puis, il suffit de programmer des séquences email pour qu'elles s'envoient automatiquement au bon moment. Donc par exemple, vous faites une vente. Lorsque vous faites une vente, vous pouvez programmer pour que l'adresse email rentre directement dans une liste email précise. Et dans cette liste email là, vous avez une séquence email qui est préprogrammée. Généralement, ce qui est très intéressant de faire pour que ça fonctionne bien, c'est de ne pas envoyer de la publicité à chaque mail. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que les gens ne vont plus ouvrir vos emails et ils vont se dire « Ah, c'est encore de la pub, je ferme ». Ce qu'il faut faire, c'est apporter de la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'apporter de la valeur? C'est vous apporter des choses qui sont intéressantes pour votre audience, pour vos clients. Par exemple, j'ai vu des emails de Pampers qui font ça très bien. Pampers, ils envoient des newsletters pas pour dire « Ouais, regardez, on a des nouvelles couches » ou c'est des couches quoi. Ils envoient juste des lettres d'information aux parents avec des conseils dédiés aux parents. Donc, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils cliquent parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre des choses intéressantes pour eux. C'est gratuit et voilà, ça apporte de la valeur. Et le fait d'apporter de la valeur, ça aide à vendre par la suite. Donc, par exemple, vous faites email 1, 2, 3, valeur, 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 valeur. Email numéro 4, vous faites une petite promo. Une promotion sur quelque chose. Email 5, 6, 7, valeur, 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 valeur. Et hop, une autre présentation d'un nouveau produit ou autre chose. Idéalement, ce qu'on peut faire également, c'est le premier email qu'on va proposer de vente. Donc, ce serait par exemple votre 4e email où on propose la vente. On reparle de l'upsell qu'on lui avait présenté, mais cette fois-ci, on lui propose avec une réduction. Donc, ça peut également aider à déclencher des ventes tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on fait la relance de l'offre, du upsell qu'on a essayé de vendre. Et si par exemple on prendre un an la première fois, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un an la deuxième fois. Et ne pas tenter sa chance, c'est laisser de l'argent sur la table. Clairement. Et ça, c'est gratuit, encore une fois. Oui. Les emails sont faits, c'est automatique, ça bosse pour toi. Pendant que toi, tu dors, les emails sont envoyés et ça fonctionne dans le monde entier. Et pendant que tu dors, il y a des ventes qui se font, grâce à une mise en place d'email marketing. Voilà. Je vais partager avec vous du coup une structure d'un email de vente parce que vous allez me dire ok, je ne sais pas comment faire un email de vente. Un email de vente, c'est pas très compliqué en soi à faire, mais je vais vous donner une structure. Vous suivez la structure et vous allez voir, vous allez avoir des emails qui sont percutants. Donc, on va un peu décortiquer rapidement. La première chose qu'on voit dans un email, c'est pas l'email, c'est l'objet. Quand vous recevez un email dans votre boîte mail, vous avez tout simplement l'objet et c'est ça qui va conditionner est-ce que vous allez l'ouvrir ou pas. Donc, le but de l'objet, c'est juste de faire ouvrir l'email. Votre objet doit être court pour pouvoir le voir sur smartphone assez facilement. Si le titre est trop long, il est tronqué en fait. On ne le verra pas en entier sur les smartphones et ainsi que sur les notifications quand vous êtes sur PC. Donc, il faut faire court, il faut qu'il soit percutant. Et il faut vraiment attiser la curiosité en fait de la personne qui lit l'objet. Sinon, il n'ouvrira pas. Donc, il faut clairement attiser son attention. Il y a beaucoup d'emails. Donc, boum, il faut qu'il ait envie de cliquer quoi qu'il se passe. Ensuite, la structure précise de l'email est très très simple. Elle se décompose en 5 étapes. Et en fait,
vous devez adapter par rapport à votre produit, à votre audience encore une fois. Et si vous avez fait le boulot comme je vous l'ai dit de recherche, vous savez pertinemment ce qu'il faut dire ou pas. Donc la première étape, c'est faire l'accroche. Donc pour faire l'accroche, ce qu'on appelle le hook, c'est juste en fait pour détourner son attention de ce qu'il est en train de faire et se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» pour qu'il soit concentré. Pour faire ça, ce qu'il faut, c'est faire une forte promesse en fait. Ensuite, l'étape 2, on va présenter l'offre, donc le produit. L'étape 3, on va présenter les bénéfices de ce produit. L'étape 4, c'est l'appel à l'action, donc lui dire cliquez ici pour voir le produit ou pour en savoir plus. Il faut bien mettre cliquez ici pour. Prenez toujours par la main votre prospect, votre client, guidez-le comme un enfant. Voilà, il faut lui dire quoi faire. Sinon, il ne le fera pas. C'est con, mais c'est pour ça que dans chaque vidéo, tout le monde dit tout le temps mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, faites ci, faites ça. C'est des appels à l'action en fait. Si on ne le fait pas, c'est le cerveau humain, on ne pense pas forcément à le faire. Ça a été prouvé. Et enfin, en 5e étape, on crée de l'urgence. L'urgence peut être créée soit par une offre promo qui se termine dans X temps ou simplement par ce qu'on appelle un effet de rareté. Donc, par exemple, il y a très peu de stock, c'est une série limitée, c'est plein de choses. Ça peut être la combinaison des deux. Donc, quelques recommandations, on a déjà commencé j'en ai parlé juste avant. L'objectif numéro 1 d'un email, c'est d'abord qu'il doit être ouvert. Donc, grâce à un objet percutant, l'objectif numéro 1 est atteint. Ensuite, l'objectif numéro 2, c'est de cliquer sur le bouton de l'action. Il faut bien comprendre quels sont les objectifs de l'email pour avoir des résultats. L'objectif, ce n'est pas de vendre en fait. L'objectif direct en fait n'est pas de vendre. L'objectif, c'est juste ouvrir et cliquer sur le bouton pour aller voir le produit. Et ensuite, c'est la page de vente qui fait le travail de la vente. Ce n'est pas l'email. L'email est juste là pour rediriger le client en fait. Oui. Et en fait, en faisant des bons emails, donc en suivant là, les consignes que tu as données qui sont vraiment très claires et très efficaces, donc on commence avec une bonne façon en fait la vente. Parce que c'est quoi en fait une vente? C'est avoir un oui d'un client, donc un client qui accepte d'investir son argent. Généralement en fait cette action elle est un peu douloureuse parce qu'il sort de l'argent. Et l'avoir directement, il est très compliqué. Du coup, faut aussi penser en fait à quelques leviers psychologiques, comme par exemple faire monter le prospect dans ce qu'on appelle une sorte d'escalier. Donc à chaque fois, il va s'investir un tout petit peu avec nous en montant les marches pour arriver à obtenir le oui ultime qui est accepté en fait d'acheter le produit. Par exemple ici, donc pour les mails, le premier investissement qu'on va lui demander, c'est juste clique sur notre email, ouvre-le. C'est le premier. Après, on va lui demander, mais ici, il y a le clic, donc avec l'appel à l'action, il va cliquer sur le lien. Ça nécessite aussi un peu plus d'investissement que juste ouvrir l'email parce que, par exemple, si l'utilisateur est sur mobile, il sait qu'au moment où il va cliquer, il sera redirigé vers son navigateur, il va avoir à attendre le chargement de la page, etc. Donc, c'est un investissement un peu plus important que l'ouverture du mail. Après, une fois sur la page de vente, il y aura les différentes techniques sur la page de vente qui vont aussi le prendre par la main et l'aider à s'investir un peu plus avec nous. Après, il arrive sur le bon de commande. Là, il a un deuxième bouton en fait, mais il a déjà cliqué sur le bouton avant de l'email pour aller sur la page de vente. La page de vente, il arrive, il a encore un bouton ajouter au panier. Donc, il va encore le réengager une deuxième fois. Donc, il est engagé une autre fois. Après, il arrive sur le formulaire. Donc là, vraiment, c'est un investissement qui est aussi important. Et là, donc, l'investissement ultime, c'est de dire oui. Donc, j'achète le produit. Et ça a été prouvé en fait via différentes études que prendre là ces marches à ce genre d'escalier, ça facilite l'obtention du oui ultime. Parce que si vous tout de suite en fait on lui dit voilà achète le produit, évidemment on va avoir zéro vente. Il vaut mieux le prendre par la main et obtenir en fait une série de oui. Donc parce que en fait il ouvre le mail, il nous a dit oui la première fois pour ouvrir le mail. Il a cliqué sur le bouton, on a obtenu le premier oui. Donc avant de dire oui à l'achat, il a déjà dit oui 5 fois oui. Et nous les humains en fait par nature, on essaie toujours de rester un maximum cohérent avec les décisions qu'on vient de prendre.
Donc, on a dit 5 fois oui. Bah, c'est très facile d'obtenir le 6e oui, qui est rien d'autre que le oui ultime pour effectuer la vente. C'est clair, c'est clair. Ok, top. Top, top. Du coup, juste quelques recommandations supplémentaires pour vous aider dans la rédaction de mail. Je vous conseille encore une fois de parler à l'émotionnel et non pas à la raison. Des études ont été faites de nombreuses fois. On sait qu'aujourd'hui, l'émotionnel, c'est peut-être 80% de la prise de décision, contrairement dans les années 60 où c'était un truc genre 10% d'émotionnel et 90% de rationnel. Là, 10% de rationnel et 10% d'émotionnel et 90% de rationnel dans les années 60. Aujourd'hui, ça a complètement inversé. On est genre à 80-90% de émotionnel lors d'un acte d'achat et seulement 10% de rationnel. Relisez-vous, bien évidemment. Et en fait, le but de se relire, c'est juste de pouvoir supprimer tous les mots qui sont inutiles. Supprimez tout ce qui est inutile, encore et encore et encore et encore et encore. Et si vous trouvez que c'est trop long, reformulez pour essayer de raccourcir votre email. Les gens n'ont pas le temps de lire des emails longs. Il faut que ce soit court. Donc vraiment, relisez-vous et supprimez les mots et faut reformuler si nécessaire. Soyez précis dans le temps. Donc si vous parlez de quelque chose de précis, une offre ou autre, soyez précis dans le temps. Et si vous faites une offre justement d'urgence en disant voilà, dans 48 heures, c'est fini. Dites aussi la raison de laquelle, pourquoi vous faites la promo. De nombreuses personnes disent ouais, il y a une promo pendant 48 heures. Ça sonne, voilà, la promo, allez, viens, achète. Oui. Ça fait, voilà, c'est pas, il n'y a pas de raison. Par contre, je sais pas, donnez une raison. C'est, vous fêtez quelque chose. Ou alors c'est parce que quelque chose. Voilà. On s'en fout en fait la raison. C'est pas grave. Donnez une raison, n'importe laquelle, ça fonctionnera. C'est le parce que qui est magique. Et enfin, pensez à utiliser par exemple Scribens.fr ou d'autres pour faire relire et corriger vos fautes d'orthographe. Chez moi, c'est une véritable catastrophe. Je fais des fautes d'orthographe partout, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire de l'argent et on s'en fout. Mais quand vous faites des fiches produits, des pages de vente, pour votre produit, des emails, il ne faut pas faire de faute d'orthographe parce que vraiment, ça nuit à la crédibilité en fait. Moi, je fais relire en fait quasiment tout le temps tout ce qui est voilà, fiche produit, email et tout parce que sinon, c'est vraiment pas crédible, quoi. Oui, c'est vrai. Et enfin, quand vous mettez en place quelque chose, allez à l'essentiel, gagnez du temps, passez massivement à l'action, stratégiquement et rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez échouer, c'est pas grave. Échouez vite pour pouvoir recommencer rapidement et enchaîner et pas vous décourager. Si vous allez trop dans les détails, vous allez passer votre vie à regarder chaque détail, à optimiser, etc. Et c'est peut-être pour rien. Vous allez peut-être pas faire de vente sur ce produit-là parce que peut-être c'est trop tard. Vous avez mis tellement de temps à le mettre en vente qu'il y a déjà 100 personnes qui se sont lancées entre-temps. Enfin, moi, j'ai vu des gens bosser pendant 1 mois sur un produit pour le mettre en vente et finalement, ça y est, tout le monde a déjà vendu ce produit-là et maintenant, il est saturé alors qu'il y a 1 mois, il aurait pu commencer déjà à se mettre dessus, à récolter des datas, etc. et performer dessus. C'est complètement bête. Donc, allez à l'essentiel. Votre objectif, c'est de mettre en vente très rapidement votre produit. S'il y a des choses qui ne sont pas tip-top, ce n'est pas grave. Foncez et ça va vous permettre de vous améliorer par la suite. Fait mieux que parfait. Exactement. On va voir maintenant le pilier 3 qui est la publicité Facebook. Ouais. Alors, la publicité Facebook, pour moi, c'est le moyen que je préfère pour booster n'importe quel business e-commerce. C'est la publicité Facebook. Les raisons sont nombreuses, mais en gros, je vais essayer de vous en citer que quelques-unes. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre plateforme pour faire de la publicité. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. C'est surtout extrêmement, extrêmement scalable. C'est-à-dire que demain, scalable, c'est très difficile à… Ça passe à l'échelle. En français. Je
pense il faut dire, on dit, ça passe à l'échelle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est scaler son business, c'est l'augmenter d'une échelle supérieure, quoi. Voilà, c'est ça un peu. Ouais, c'est ça l'idée en fait. Genre, par exemple, si on fait un petit test à petite échelle, donc on voit que ça marche. Après, à petite échelle, on va dire par exemple, on va générer 10 ventes par jour. Après, donc, scaler, c'est-à-dire passer de générer 10 ventes par jour à générer 100 ventes par jour, générer 1000 ventes par jour. C'est ça, c'est la scalabilité en fait d'un business. Et la scalabilité de Facebook est vraiment vous permet d'être vraiment extrêmement scalable. C'est-à-dire que si vous êtes rentable en faisant 10 euros de publicité par jour, vous serez aussi de la même manière rentable à 100 euros, à 1000 euros, à 10 000 euros par jour. Et même en mettant 10 000 euros par jour, vous ne ferez pas trembler Facebook en fait. C'est une goutte d'eau dans le monde pour Facebook. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement scalable. Vous avez le total contrôle de votre business. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si oui ou non faites la publicité, combien, quand vous arrêtez, quand vous voulez. Vous ne dépendez de personne, sauf de Mark Zuckerberg bien sûr. Et enfin, c'est très accessible puisque vous pouvez commencer à partir de 5 euros par jour. On peut accéder à commencer à faire de la publicité et c'est complètement automatisable. Mais sur la publicité Facebook, il y a un grand mensonge. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par plein d'experts voilà, sur la publicité Facebook. Moi, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret caché sur Facebook, il n'y a pas de stratégie, de ouf. Ouais, vous connaissez tous un secret, donc tous les experts ils connaissent un secret entre eux, ils le gardent pour eux comme ça, donc ils remplissent bien leur compte bancaire et ils ne le sortent pas. Non, en vérité il n'y a pas de grand secret, il n'y a rien du tout qui se cache derrière Facebook. Vous aurez beau faire tout ce qu'il y a à faire sur Facebook, il n'y a pas de secret en fait. Facebook, c'est pour résumer, je suis désolé de vous dire ça en fait. J'aimerais bien vous dire voilà, le secret c'est ça les amis, c'est comme ça qu'on fait. Non, il n'y a pas de secret. En fait, il n'y a pas de recette miracle du tout. La principale chose à faire, c'est que vous devez tester. Si quelqu'un vous dit non, moi je suis un expert, ça marche comme ça marche pas comme ça, ce que tu dis c'est faux, c'est un menteur. Parce que Facebook, c'est un algorithme et là, je pourrais vous développer là-dessus encore plus que moi. Mais en gros, l'algorithme, personne ne sait précisément comment il apprend, comment il se développe par lui-même, etc. Même le chef projet lui-même, il ne peut pas te dire précisément qu'est-ce qui fonctionne à coup sûr ou pas. Non, ça, personne ne le sait en fait. Tu dois tester différentes choses pour pouvoir trouver ce que l'algorithme a besoin que tu lui donnes pour vendre. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut faire ça si on ne fait pas n'importe comment. Ce qu'il faut, c'est avoir une véritable méthodologie, quelque chose en fait, une organisation qui permet en fait de rechercher les audiences sur Facebook. Un peu comme si vous obligiez Facebook en fait à vous révéler la bonne audience pour votre produit. Donc pour ça, ce que vous devez faire, c'est tout simplement créer 3 créatifs. Donc les créatifs, c'est les publicités en fait de votre produit. Donc par exemple, des images, des vidéos, etc. Vous devez en créer au minimum 3. Vous devez tester ces 3 publicités avec minimum 5 ensembles de publicités. Moi, j'en teste entre 5 et 20 à chaque fois que je lance un produit. Donc, chaque ensemble de publicités, moi, je l'organise de la manière suivante. Je crée un ensemble de publicités avec un intérêt réel. Je crée un autre ensemble de publicités avec un intérêt statistique, un autre de comportement, un autre sans aucun ciblage. Et enfin, je crée une combinaison de chacun. C'est-à-dire que je fais intérêt réel plus intérêt statistique, intérêt réel plus comportement et j'en crée un autre intérêt réel avec intérêt statistique et intérêt de comportement et après je mixe comportement, intérêt statistique, etc. L'objectif, c'est de tester tellement de variantes en fait qu'on va forcément avoir un segment de la population dans Facebook qui va être intéressé par le produit et qui va acheter
notre produit. Et une fois qu'on a ce segment-là, eh bien, on va pouvoir vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, scaler en fait notre publicité. Il faut attendre par contre de recueillir suffisamment de data en fait, pour prendre une décision. Tu ne peux pas prendre une décision en 24 heures. Là-dessus, il y a plein de différentes écoles, encore une fois, et personne n'a la vérité. Moi, j'ai juste remarqué par rapport à ce que moi j'ai vu, c'est que j'attends au minimum 3 jours pour prendre une décision. Que j'aime mettre 5 euros, 20 euros ou 50 euros par jour, même 200 euros par jour pour tester. Je dois attendre 3 jours pour prendre une décision. Il faut laisser le temps pour moi à l'algorithme de se mettre en place. Sinon, ce n'est pas fiable comme données, c'est trop court, en dessous de 3 jours. Donc après, au bout de 3 jours, c'est très simple. On coupe toutes les publicités qui ne sont pas rentables. Après, avec un peu d'expérience, à partir de 1500 impressions, donc là, on ne parle plus de 3 jours, etc., mais juste les impressions, le nombre de vues, à partir de 1500 impressions, si je vois que les métriques, donc les données que j'ai, sont complètement à côté de la plaque, je sais que jamais ça va être un truc performant, je coupe tout de suite. Mais je l'ai noté là dans le slide, mais je dirais que si vous démarrez, ne vous préoccupez pas de cette histoire de 1500 impressions, préoccupez-vous juste des 3 jours. Si au bout de 3 jours, vous hésitez parce que vous avez des choses un petit peu intéressantes, vous pouvez pousser un jour de plus pour voir. Au-delà, il faut couper, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Et enfin, les publicités rentables, vous scalez, vous attendez 3 jours, vous scalez encore, etc. Juste deux points. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà expliqué ou pas, peut-être que j'étais un peu perdu. Donc, avec toute la valeur que tu partages là, je ne sais pas. Alors, c'est quoi l'intérêt réel et l'intérêt statistique? Ah, ok. Ouais, bonne question. C'est vrai que j'ai tendance à dire des trucs. Des fois, je n'explique peut-être pas, je suis désolé. Mais c'est qu'il y a tellement à dire. Et j'essaie de condenser vraiment les informations. Et donc, des fois, je dis des trucs que je ne vais pas dire, mais c'est parce qu'en fait, vous allez sur Google, vous tapez, vous allez comprendre. Voilà, c'est pas intéressant qu'on passe énormément de temps sur certains détails. Mais je vais quand même répondre à ta question parce qu'elle est intéressante. Un intérêt réel pour Facebook, c'est par exemple Monster. Oui. C'est un intérêt réel, tu vois. C'est-à-dire quelque chose qui est l'intérêt réel, c'est une marque. Par exemple, pour une marque, pour quelque chose comme ça. Ça, c'est un intérêt réel. Un intérêt statistique, c'est un intérêt que Facebook a déterminé de façon statistique. Par exemple, les gens qui aiment les boissons énergisantes. Ah, ok. C'est un intérêt réel. D'accord. Les gens qui aiment Ferrari, c'est un intérêt réel. Les gens qui aiment les voitures de sport, c'est un intérêt statistique. Et ça, c'est Facebook qui détermine comment chacun fait quoi, tu vois. D'accord. Du coup, c'est en fait des groupes, on va dire, d'audience que Facebook se crée lui-même en regardant les différentes statistiques, quoi. Les statistiques sont issues du comportement des utilisateurs, quoi. Exactement, c'est juste que Facebook, en fait, l'algorithme différencie ça. Donc, on le différencie aussi pour essayer de trouver différentes audiences, différentes choses. Parce que c'est pas les mêmes, pour l'algorithme, c'est pas les mêmes façons d'aller chercher ces informations chez les utilisateurs. C'est normal quand on y pense. Tu vois, quelqu'un qui aime les Ferrari, forcément, il sera aussi dans l'intérêt statistique, les personnes qui aiment les supercars. Les voitures de sport, ça c'est logique. Mais quelqu'un qui aime par exemple, je n'ai pas d'exemple comme ça là, avec la fatigue. Tu vois, je commence à vraiment fatiguer. Mais en gros, pour pas compliquer les choses et pour pas vous embêter pas, juste retenez intérêt réel. C'est par exemple tout ce qui est marque, etc. Tout ce qui existe. Voilà, tout ce qui existe quoi, en réel. Et tout ce qui est intérêt statistique, c'est juste un intérêt statistique, les personnes qui aiment ça ou qui aiment ça. Voilà. Pas une marque. Par exemple, une personnalité, c'est un intérêt réel. Par exemple, tous les gens qui aiment, je sais pas moi, Leonardo DiCaprio, c'est un intérêt réel. Les gens qui aiment le Loup de Wall Street, c'est un intérêt réel. Les gens qui aiment le cinéma, c'est un intérêt statistique. Ok, je pense que c'est clair.
Ouais, je crois. J'ai essayé en tout cas. Et intérêt de comportement, c'est le comportement. Par exemple, il n'y a pas tellement d'intérêts de comportement qui sont pertinents. Il y a par exemple acheteur actif qui est le plus utilisé. Il faut tester quoi. Il n'y a pas de règle. Des fois, on me dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, tu testes et tu vois en fait. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai pour demain. Ce qui est vrai pour un produit ne l'est pas. Ce qui est vrai pour une audience ne l'est pas forcément pour une autre, etc. Donc, il faut absolument tester. Comme je vous l'ai dit, c'est une méthodologie de testing pour trouver ce qui fonctionne. Et enfin, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, c'est de tester tout le temps de nouvelles créatives pour essayer d'en trouver qui performent mieux que les autres. Vous devez tester tous les jours de nouvelles audiences pour trouver d'autres qui seront rentables. Et enfin, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des lookalikes pour encore plus scaler, aller chercher de nouvelles audiences. Donc, les lookalikes, c'est quoi? C'est juste que Facebook est capable, selon un échantillon que vous lui donnez, de déterminer un certain pourcentage de la population globale de la France, par exemple, qui ressemble le plus à l'échantillon que vous lui donnez. Est-ce que c'est clair? Ça fait mal à la tête ce que je veux Oui, dire. on va essayer de le dire. Est-ce que tu peux simplifier s'il te plaît? Je vais faire des efforts. Donc, les lookalikes, c'est des audiences similaires. Par exemple, admettons que cette canette-là me plaît, mais le problème, c'est que en fait, j'en ai un seul exemplaire. Donc, je peux aller à Facebook, donc lui dire, écoute Facebook, cette canette me plaît, j'aimerais en avoir plusieurs. Facebook, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au supermarché, me ramener un carton de ce genre de canette. Donc, je vais en avoir plusieurs d'une façon rapide. Donc, ça, c'était juste un peu pour illustrer, mais réellement, donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Donc, on aimerait avoir plus de clients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, écoute Facebook, voici mes clients. Mes clients, donc voilà, c'est cette groupe, donc c'est cette audience-là, c'est mes clients, ce sont les gens qui m'ont déjà acheté ce produit-là. J'aimerais trouver plus de clients. Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'ils ont toutes les informations, les analyses de comportement, tout ce que les utilisateurs ils font, ils vont partir dans leur base de données. Je pense que leur base de données, donc, elle contient, je ne sais pas combien de millions de personnes en France. 33 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ils ont une base de données de 33 à 35 millions de personnes en France. Ils vont trouver le top 1%, par exemple, de ces 33 millions de personnes qui correspondent le plus aux critères, le plus en fait, qu'on trouve le plus chez nos clients. Et comme ça, donc ça nous donne une audience qui est potentiellement ultra qualifiée pour notre produit, qui pourrait juste, en claquant les doigts, s'intéresser automatiquement à notre produit parce qu'en fait, elle est l'audience qui correspond le plus aux critères en fait, qu'on a chez nos clients. Ces critères-là, nous, on ne peut pas les savoir parce que les choses, en fait, ça se fait en interne chez Facebook. C'est des algorithmes complexes en fait et tout. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'elle marche et que ça nous permet en fait de trouver des clients rapidement et de multiplier d'une façon très rapide le nombre de nos clients et derrière donc multiplier nos chiffres d'affaires, nos bénéfices et l'argent qu'on a dans la banque, quoi. C'est bien expliqué. Non, mais comme c'est un concept qui est souvent difficile à expliquer, c'est bien d'avoir deux types d'explications. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des stratégies derrière en fait avec les lookalikes qui sont encore plus performantes que ça. C'est qu'en fait, la publicité Facebook, ça fonctionne par enchère. C'est-à-dire que Facebook détermine une enchère. Donc, c'est comme s'il y avait plein de personnes qui mettent des enchères sur des audiences. Et donc, forcément, plus il y a de personnes qui enchérissent sur la même audience, plus les coûts s'enchèrent. Donc, si tout le monde enchérit, par exemple, sur Ferrari, parce que tous les gens qui veulent toucher les gens qui ont des Ferrari pour qu'ils se vendent un truc précis, eh bien, ils vont tous forcément penser à cibler Ferrari. Donc, tout le monde enchérit sur Ferrari. Donc, les coûts publicitaires augmentent. Le fait d'utiliser des lookalikes, vous vous battez plus contre tous ces gens-là qui mettent sur Ferrari, vous vous battez presque contre personne parce que vous battez contre, vous dispatchez en fait cette façon d'enchérir en fait. Vous la dispatchez sur toute une population qui est la vôtre, qui a été déterminée autour de votre produit par Facebook. Donc forcément,
vous multipliez les chances de donner à l'algorithme de vous trouver la meilleure enchère possible pour vous et donc vous baissez vos coûts de publicité. C'est pour ça que les lookalikes, c'est très intéressant à mettre en place. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, vous pouvez mettre ça en place quand vous commencez à avoir un certain volume et il y a plein de types de lookalikes qu'on peut faire. En fait, ce que je vous propose également maintenant, c'est de penser à mettre en place votre reciblage. Le reciblage, c'est simplement le fait de recibler les personnes qui ont déjà été en contact avec votre business d'une manière ou d'une autre, qui ont déjà interagi avec votre business. Que ce soit des personnes qui ont liké, visité votre page, que ce soit les gens qui ont regardé vos vidéos, etc., etc., etc. Il y a plein de façons en fait de recibler ces personnes-là. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement dire à Facebook « Hey, je veux que tous les gens qui ont cliqué sur mon lien, qui sont venus voir mon offre, je veux leur remontrer ma publicité. » Vous pouvez dire à Facebook « Tous les gens qui ont ajouté au panier, je veux leur remontrer ma publicité. » Et en fait, le fait de faire ça, ça va permettre d'exploser vos résultats. Il y a plein d'études qui ont été faites, etc. Et on sait aujourd'hui qu'il faut être à peu près… il y a le chiffre 7 qui revient souvent en fait. Il faut être en contact 7 fois avec… Il faut avoir déjà vu 7 fois en fait une publicité avant de passer à l'acte d'achat en moyenne. Donc la stratégie de reciblage est extrêmement puissante pour vraiment exploser vos résultats et c'est là qu'on obtient les meilleurs retours sur investissement. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas avoir peur de scaler à l'international. Il n'y a pas que la France. Mettez votre tunnel de vente en anglais. Si vous ne savez pas parler anglais comme moi, vous êtes une quiche. Vous trouvez un translator, un traducteur. Ça coûte 20 €. Il va vous le faire en quoi? En 1 heure. Vous avez ça en 2 jours et hop, vous pouvez lancer votre tunnel à l'international et ça change strictement rien. C'est les mêmes stratégies de vente après. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait avec Facebook quand vous lancez une publicité, ce que beaucoup de gens oublient, et là on va revenir à parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'objectif numéro 1, c'est de faire déjà des ventes. Faites bien la différence. Faire des ventes. Je n'ai pas dit être rentable. L'objectif numéro 1, c'est de faire des ventes. Quand vous faites des ventes, vous avez prouvé que votre produit se vend. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est à quel point on est proche ou pas du break-even. Donc, est-ce qu'on est à l'équilibre ou pas? Et si on ne l'est pas, est-ce qu'on en est proche ou pas? Et plus vous en êtes proche et plus vous arrivez au break-even, donc à l'équilibre, plus vous allez pouvoir transformer ce business qui est juste bof-bof en un business vraiment qui sera rentable en utilisant les tunnels de vente au lieu d'utiliser Shopify grâce à toutes les stratégies dont on a parlé avant, grâce aux upsells, grâce à l'optimisation même du prix parce qu'on peut vraiment split tester. Donc split tester, c'est-à-dire faire plusieurs tests de tunnels de vente pour trouver le meilleur prix. Par exemple, vous faites 3 tunnels de vente avec 3 prix différents. Vous faites la même publicité, le même tunnel, il y a juste le prix qui change. Et chaque publicité renvoie vers un tunnel de vente qui va avec la publicité. De cette manière-là, vous envoyez exactement le même trafic 3 fois. C'est jusqu'au bout du compte, on a 3 prix. Et on regarde lequel est le plus rentable pour nous. Et boum, on a optimisé notre prix. Et en fait, tous ces ajustements-là, ces optimisations-là vont faire que vous allez passer de bof et à l'équilibre à un business rentable en fait. C'est juste ça. Parce que si vous cherchez tout de suite à être rentable dès le début, c'est tout à fait possible d'y arriver bien sûr. Mais peut-être que vous n'avez pas le recul nécessaire au départ quand vous commencez pour arriver à faire ça. Donc pensez toujours, ok, mon objectif c'est de faire des ventes. Une fois que je fais des ventes, je vais optimiser tout ça pour commencer à gagner de l'argent. C'est normal au début de ne pas être au top. Voilà. Enfin, le 4e pilier, c'est de se professionnaliser dans votre démarche. Qu'est-ce que j'appelle se professionnaliser? Aujourd'hui, si vous voulez performer, vous devez créer vraiment votre univers, votre branding. Vous devez avoir une boutique en ligne, vu que maintenant on a maîtrisé le tunnel de vente, on a assez de cash, on va pouvoir donc tout simplement développer une boutique en ligne. Prendre un thème payant, peut-être payer même un prestataire pour nous faire une boutique qui vraiment est très bien faite, très bien optimisée avec une belle ergonomie. On peut faire
un profil Instagram bien plus intéressant qu'avant, puisqu'on a du cash, on peut faire appel à plein d'influenceurs, etc., réutiliser tout ça. On développe sa page Facebook vraiment de façon propre. On peut même développer une chaîne YouTube pour sa boutique. Il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Elles ne sont pas nombreuses, mais celles qui le font construisent réellement une véritable relation avec leurs prospects. Clairement, moi, dans une de mes boutiques, on le fait. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est très, très puissant. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est mettre en place un service client professionnel et joignable par téléphone. Toutes les grosses boutiques ont un téléphone fixe pour être joignable, tout simplement. Donc, vous devez avoir les mêmes stratégies. Quand je vous dis qu'il faut être professionnel, il faut travailler comme les grandes entreprises. Et là, vous allez me dire, oui, mais Naofel, moi, je ne suis pas une grande entreprise, je n'ai pas d'équipe pour répondre au téléphone, etc. Et moi, je vais vous donner donc une solution à ce problème. C'est très, très simple. Vous allez sur OVH, vous avez la possibilité de souscrire à une ligne fixe pour 1 €. Ils vous envoient un téléphone, vous ne payez pas, et vous payez juste une petite caution, ce n'est pas grand-chose. Et vous pouvez brancher ce téléphone directement sur votre box et boum, vous avez un numéro de téléphone fixe professionnel complètement dédié à votre activité que vous pouvez débrancher quand ça vous arrange. Et ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est via OVH, vous pouvez programmer votre ligne pour que ça soit renvoyé directement vers un répondeur dans lequel vous dites par exemple, suite à un nombre important de commandes à traiter ou d'appels, etc., nous sommes joignables uniquement par email. Vous vous répondrons sous un délai de 24 heures. Nous vous remercions pour votre appel. Au revoir. Et là, boum, vous envoyez sur vous coupez en fait tout simplement. Vous avez la possibilité de faire ça. Donc en fait, vous ne mettez pas de boîte vocale et puis les gens vont vous envoyer un email. Pourquoi faire ça? Vous allez me dire, mais oui, mais si personne ne répond au téléphone, c'est bête. Ok, mais là, si vous n'avez personne pour le faire, que vous-même vous êtes salarié ou je sais pas, vous avez forcément une vie, vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre que les clients vous appellent. C'est juste que 100 personnes qui vont voir, sur 100 personnes qui vont voir ça, il y en a peut-être une seule qui va vous appeler. Par contre, les 99 autres qui ne vous appelleront pas, ça va créer tout de suite une confiance et ça va tout de suite monter votre boutique en valeur perçue, contrairement à toutes les autres boutiques qu'on voit où ils ont juste un email et ils ne sont pas joignables par téléphone. Le client, il se dit quoi? Si j'ai un problème, comment je peux contacter quelqu'un pour m'aider? Et s'il voit un numéro de téléphone, ça le rassure. Donc, il n'aura peut-être même pas besoin de prendre le numéro de téléphone et de se dire « Ah oui, au pire, si je ne trouve pas, je les appellerai. » Et donc, il va commander en toute sécurité. Il sait que s'il y a un problème, il pourra joindre quelqu'un, un être humain qui pourra l'aider. Voilà. Enfin, je vous invite aussi à penser, dès que vous commencez à dégager vos premiers revenus, du cash, etc., que vous voulez vraiment grossir, de développer votre marque. Donc, par exemple, vos produits avec votre identité et votre propre packaging. Voilà, ça ne coûte pas plus cher à faire. Au contraire, généralement, vous réduisez vos coûts parce que vous achetez en plus gros volume, etc. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui augmente encore votre rentabilité et votre branding. Enfin, je vous invite à améliorer les délais de livraison pour augmenter la valeur long terme de vos clients parce que ça va améliorer la satisfaction. Ça va de pair en fait avec développer votre marque puisque quand vous allez développer votre marque, vous allez acheter du stock et en achetant du stock, vous allez pouvoir en fait tout simplement améliorer vos délais de livraison. Que vous expédiez depuis la Chine ou depuis la France, quoi qu'il en soit, si vous faites du stock, ça ira plus vite parce qu'en fait, si vous stockez en Chine via ce qu'on appelle un agent, donc c'est quelqu'un qui va faire l'intermédiaire, c'est lui qui va stocker pour vous. Vous gagnez un délai d'environ 5 jours que vous perdez actuellement en travaillant avec AliExpress parce qu'eux, ils attendent d'avoir les commandes, etc. Ils ont un autre système. Et alors que si vous travaillez avec un agent, il prépare tout de suite et il envoie votre commande, vous gagnez du temps. Et enfin, je vous invite à développer vos canaux d'acquisition. Je vous invite vraiment que ce soit pour le trafic payant ou le trafic organique. Vous devez absolument diversifier et développer tous les canaux d'acquisition. Notamment, je vous invite à travailler votre référencement naturel. C'est très, très, très important si vous voulez avoir une boutique et un business long terme. Peut-être que ça prendra 1 mois, 2 mois, 6 mois à avoir du résultat grâce au référencement naturel. Mais encore une fois que c'est mis en place, c'est fait, c'est automatique, vous n'avez pas à y penser. Et Gling, ça fait du cash tout le temps en automatique. Et c'est de l'argent gratuit.
Exactement. C'est de l'argent gratuit tout le temps. Voilà, c'est de l'argent gratuit. Donc, c'est juste formidable. Et c'est grâce à ce genre de choses qu'on peut faire de l'argent. Vous voyez, généralement, une bonne boutique, au bout d'un certain temps, vous devez avoir 50% d'organique et 50% de trafic payant. Ok. Vous allez me dire, ok, mais tout ça, c'est encore loin pour moi. Moi, je débute. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mettre en place toutes ces stratégies professionnelles que je vous dévoile aujourd'hui, il faut juste en fait avoir un volume de vente qui est stable et en croissance pour avoir en fait une certaine sécurité dans votre business et vous dire, ok, j'ai un business qui est stable et qui est en croissance, donc je peux me permettre de faire ça. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir des gros volumes. À partir de 10-20 commandes par jour, vous pouvez déjà commencer en fait à appliquer toutes ces stratégies-là. Voilà. Et enfin, je vous invite vraiment à adopter une position de dirigeant d'entreprise. Le mot est bien choisi soigneusement. Dirigeant parce que vous devez diriger votre entreprise, vous devez diriger votre business. Donc en gros, vous devez automatiser et déléguer beaucoup de tâches. Vous n'avez pas besoin de passer votre vie à répondre aux emails des clients. Ça ne rapporte rien au business, ce n'est pas ça qui fera des ventes. Okay. Donc ça, vous le déléguez, c'est très simple. Vous allez sur Upwork, vous allez sur 5euros.com, etc. Vous trouvez un assistant virtuel, ça ne va pas vous coûter extrêmement cher. Et ça vous permettra tout simplement de vous dégager du temps pour vous concentrer sur les choses qui sont importantes, la recherche de produits, l'optimisation de tous vos tunnels de vente, l'optimisation de votre business, etc. et toute la stratégie globale que vous souhaitez mettre en place. Le 5e pilier et le dernier qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est tout simplement d'apprendre de quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant vous, qui a réussi à mettre en place ce que vous essayez vous-même de faire. En fait, il faut juste que vous trouviez quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, vous comprenez ce qu'il dit, en fait, il faut que ça matche, en fait, il faut que ça colle, c'est tout. Si ça colle avec la personne, c'est là que vous allez réussir à vraiment comprendre les choses et pouvoir les appliquer. Ça peut être, il vous faut un mentor, quoi. Il vous faut quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être un formateur, ça peut être qui vous voulez. Mais je vous invite vraiment à suivre les pas de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous essayez de faire. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est extrêmement important parce que vous avez un terrain, c'est comme si c'était balisé. Vous allez là et vous faites ça et vous faites ça et vous faites ça. Et voilà, vous avez un chemin tracé. Vous ne faites pas ça, hop, non, en fait, ça ne marche pas. Je ne savais pas, hop, ça marche pas. Si vous avez quelqu'un, il vous guide, c'est balisé, c'est par là que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Bon, je crois que j'ai fini de parler. C'est bon. Ouais, ça y est, j'ai fini ce que j'avais à dire pour cette présentation. Franchement, merci beaucoup. Donc, tu as débuté de la valeur, je pense, pour un bon moment. Je suis sûr que cette vidéo apporte aussi pas mal de valeur à un certain nombre de personnes qui vont la regarder. Tu as partagé beaucoup de contenu. Je suis presque sûr en fait que d'autres personnes facturent plusieurs milliers d'euros pour le genre de contenu qu'on a vu ensemble aujourd'hui comme ça. Donc merci pour cette intervention. Donc les amis, voilà, ça c'était l'intervention de Naoufel Amar. Comme vous l'avez certainement pu constater via cette vidéo, c'est un expert en e-commerce. Donc si je l'ai invité sur ma chaîne et je suis content en fait qu'il ait accepté. C'est parce que en fait c'est un vrai expert en e-commerce. Il fait ça depuis plusieurs années. Il a déjà réussi en fait à créer une entreprise e-commerce et des marques e-commerce qui existent et qui performent bien, qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il a déjà, je pense, des entrepôts en région parisienne, à Londres. Il a déjà en fait une équipe de 5 personnes à peu près. Ouais, on est 5 en ce moment. Donc 5 qui travaillent à 100% sur le e-commerce. Et voilà, vous avez vu vous-même son expertise. Merci Naoufel pour l'intervention. Merci à toi surtout de l'invitation. Regarde, on kiffe, on est là, on rigole. C'est cool. C'est cool de partager comme ça, donc pas de souci. Merci beaucoup.
Comme vous le saviez normalement à ce point-là, donc il ne faut pas hésiter à apprendre des personnes qui ont déjà réussi à accomplir ce que nous on aimerait réussir en fait dans la vie. Donc si vous lancez dans le dropshipping, atteindre des résultats intéressants, créer enfin en fait la vie sur mesure que vous désirez avoir vous intéresse et vous voulez en fait vous laisser accompagner par une personne qui est partie de zéro, et ben là je pense que c'est la meilleure opportunité que vous pouvez avoir. Naoufel Amar, il est parti de rien en fait. Ça a été pas facile, il a travaillé, il a mis en place des choses. Maintenant, donc vous voyez son expertise. Heureusement, donc il met en place on va dire des systèmes pour accompagner des personnes comme vous à se lancer rapidement et atteindre les résultats qu'il aime réaliser. Donc, si vous voulez découvrir plus d'informations, savoir plus en fait sur comment Naoufel peut vous accompagner dans votre réussite, vous allez trouver un lien qui va soit apparaître sur la vidéo, soit dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et suivre les instructions. Merci Naoufel pour toute la valeur partagée dans cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et c'était Naoufel Amar, expert en e-commerce, et Neige Douma de Profiskills. On se retrouve prochainement dans des nouvelles vidéos. Lancez-vous!